Morgan Charrière a climatisé Nashville en éteignant Nate Landwehr pour mettre un 4e bonus à l'UFC dans sa poche. Derrick Lewis continue de mettre des KO et c'est tout sauf un bon signe pour le futur des poids lourds. Dustin Poirier va-t-il quitter la scène dans la peau du BMF de l'UFC? Que penser des derniers combats annoncés pour l'UFC Paris? Le PFL va-t-il s'imposer en Afrique pour son 11e épisode? Aldric Enerby fait son habituel tour de l'actualité MMA entre review, preview et dernière news. Générique. Bon Aldric, on se retrouve pour un nouveau Aldric Enerby. On est mardi, fête nationale oblige, on n'a pas pu enregistrer hier, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce week-end et le dernier, et le prochain, je veux dire. Bien sûr, continuez de vous abonner sur toutes les plateformes possibles, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin, comme je le disais, c'est important pour nous. On va commencer par un débrief, Aldric, de ce qui se passait. L'UFC était à Nashville ce week-end, dans le Tennessee, et on avait des yeux vraiment très intéressés sur cette carte-là, notamment pour Morgan Charrière. On vous avait fait la preview la semaine dernière, qui affrontait Nate Landwehr, pas facile. Nate Landwehr, un bon guerrier comme on les aime. Et il a mis la clim, je le disais dans mon intro, avec un KO tonitruant au début de la 3e reprise, alors que je pense qu'on était à un partout, hein, enfin, en tout cas pour 2 juges sur 3. Il y a Derek Clearly qui mettait 2 rounds pour Nate. Ouais. Et il y a les 2 autres qui donnaient 19-19. Le premier, Rich Joe Winter et Kerry Roulant. Le premier, il est Morgan, franchement. Ouais, moi aussi, je pense. Il n'y a pas un écart énorme, mais il est Morgan. Il y a 2 juges qui le donnent, donc on va dire que globalement, tout le monde est d'accord avec nous. Donc, 2e round, plutôt dominé par Nate Landwehr, qui arrive à mettre plus de volume, et on sent un Morgan sans trop de solutions. Et là, à l'interround du 3, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'interround, puisqu'on sait que c'était Alex Queret et Eric Cara qui étaient dans le coin. Johnny Frachet n'a pas pu venir, tu nous expliqueras tout rapidement. Qui donne, je trouve, des très bons conseils à ce moment-là, Alex Queret, qui réveille en fait Morgan. Le coaching est super intéressant. Il réveille la bête. On sait que Johnny était coincé, et non seulement je vais en parler, mais en plus, pour ceux qui sont fans de Johnny, il sera à Nice d'ici une semaine, 10 jours, et bien évidemment, on le fera venir. Alors, je sais pas encore de quelle façon, on verra si c'est avec Alex ou qu'on le fera même peut-être participer au début de l'émission, mais il sera avec nous dans les studios, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Ouais, ça c'est clair et net. Moi, j'adore Johnny. On a été aux États-Unis ensemble. Enfin bref, on en parlera quand il sera là, mais très fan. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Petit détail, les États-Unis, ils ont un petit peu durci le process d'immigration et il a été demandé à Johnny un visa qu'il n'avait pas, puisque ça faisait beaucoup d'allers-retours qu'il faisait. Et du coup, il a laissé le coaching. Il a dû ne pas être dans le coin et c'est pas sûr qu'il soit dans le coin de Nora également. Voilà, parce qu'on est clair, quand tu coaches, tu travailles. Donc, il leur faut un visa de travail. Mais c'est un petit peu ils peuvent te le réclamer. Parce que normalement, c'est en dessous d'une certaine somme que tu peux t'en sortir avec un ESTA. Normalement, cette somme est fixée, pas par moi, mais par le fisc américain à $3,000. Donc, je sais pas. D'ailleurs, là, on en parle parce que il fallait expliquer qu'il y avait aucun problème dans les relations entre Johnny et Morgan et le reste de l'équipe. Parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question, moi, sur Insta, quand j'ai fait les questions-réponses, et pourquoi il n'y avait pas Johnny. Mais, j'en sais pas assez, j'en saurai plus ce soir parce que j'ai peur de moi-même être embêté aussi. Je dois y aller au mois d'août pour Iliane Boafia. T'as pas de visa non plus, donc on est clair. Donc tu pourrais avoir la même situation. Je vais me renseigner ce soir. J'en saurai plus avec l'UFC Travel. Là, avec le décalage horaire, j'ai rendez-vous avec eux vers 19-20 heures. Et on mettra ça au clair un peu plus posément. Et tous ceux qui peuvent se dire, mais pourquoi ils disent pas, on vient en touriste? C'est que s'ils vous rattrapent, les États-Unis, ils blaguent pas du tout là-dessus. C'est-à-dire que s'ils se rendent compte que tu es venu travailler alors que tu as dit que tu étais en tourisme, ils peuvent te bloquer pour beaucoup plus longtemps. Donc, faut pas faire ça. Ne jamais mentir au service d'immigration américain. Ouais, non, c'est assez clair. Donc, pas de Johnny dans le coin. Mais je l'ai dit, super travail, je trouve, d'Alex Queret, notamment dans les paroles qu'il dit. Il réveille la bête. Moi, je parlais avec Taylor par WhatsApp qui commentait en live pour RMC. Et j'étais très inquiet, moi, à la fin du 2. Je te dis franchement, parce que il est chez lui, il est surmotivé par la foule, il gagne le 2e. Moi franchement bien sûr que j'ai confiance en Morgan. Puis je vais revenir sur une phrase que m'a dit Johnny par message. Il a dit: je l'ai entraîné pour qu'il n'ait pas besoin de moi le jour J. Et j'ai trouvé cette phrase magnifique et en plus il fait preuve de beaucoup d'humilité, Johnny, quand il dit ça. Mais c'est vrai que Morgan a fait le taf au 3e. Mais franchement, moi j'étais inquiet. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais on va parler du combat. Donc ça finit avec ce tonitruant KO au début du 3e. Morgan il se lance, il va à la bagarre, des grands crochets bien larges. Et il y en a un qui touche plein menton. Et c'est terminé pour Nate Landwehr, que tu avais dit qu'il était surmotivé chez lui à la fin du 2e. Mais même il regarde Morgan en disant viens, on continue de se battre. Moi j'ai l'impression que Nate Landwehr s'est fait prendre à son propre jeu. Et moi je te pose la question, si c'est à l'Apex, il fait ça Landwehr, tu crois? Non. Je pense pas. Et que moi, j'ai peut-être mettre KO quand même au 3e, mais il fait pas ça. Je pense qu'il se fait prendre à son propre jeu. Bien sûr, parce qu'il est à domicile. Et qu'il rentre, il rentre dans ce jeu
qui en fait va favoriser Morgan, parce que Morgan, quand tu vas à la bagarre, Morgan, il est capable de répondre bien fort. La fameuse convocation qu'a inventé Holloway où il dit viens, on se met, bah, c'est un peu ce qu'il a voulu faire, sauf qu'à ce jeu-là, Morgan était beaucoup plus fort. Et tu disais, avant qu'on passe sur cette séquence du chaos, mais ouais, ce deuxième, il t'inquiète quand même. Enfin, tu te dis à la fin du deuxième, moi, en fait, devant la télé, je me dis, j'ai peur que Nate refasse le même troisième. C'est ça. Et qu'on se trouve à 2-1 pour Nate Landwehr. Sans manquer de respect au coin, on sait qu'il y a un des meilleurs coachs mentaux du marché, du game, on va dire même. On sait que c'est la personne qui s'occupe de son manager un peu qui est dans le coin. Même si c'est un combattant aussi, je crois que c'est un combattant amateur chevronné, qu'il a beaucoup de combats. Là, tu te dis, le deuxième, il le perd. Il est à l'extérieur. Il n'y a pas de Johnny. Chaud quand même. Donc, moi, je vais dire deux choses là-dessus. Un, Morgan a encore fait preuve d'une grande marge de progression et d'une résilience à toute épreuve, parce que c'est jamais facile quand il n'y a pas ton coach dans le coin. Et deux, c'est pas une critique, hein, mais je reste persuadé, j'ai l'intime conviction qu'il y a 1 an et demi, il aurait perdu ce combat. Là, il fallait d'autres ressources. Le travail en calf kick chirurgical qui lui permet quand même de saper les appuis de Landwehr et de le rendre plus tendre au troisième. Je pense qu'il y a 1 an et demi, il perd ce combat. Et mentalement, tu as raison aussi. Tu vois que voilà, il a aussi travaillé là-dessus. Et que, en effet, il aurait pu même perdre un peu le fil après ce deuxième, à se dire je suis en train de. Là, c'est panique normalement. Voilà, je suis en train de panique parce que je suis pris dans son jeu. Et en fait, non, il se réveille bien et il fait les bonnes choses qu'il faut dès le début de ce troisième round. Malgré, il rentre dans la bagarre comme lui, ça l'arrange. Tu vois, il est lucide. Donc, Landwehr, on sait qu'il a déjà mis des KO, notamment sur des uppercuts crochets. Il prend de l'angle et c'est son coin qui lui dit, mais il l'aurait sûrement fait par rapport à son training camp, mais la prise d'angle, elle est importante parce que Landwehr, la plupart du moment où il sonne sur uppercut crochet. Donc, tu prends de l'angle, tu te immunises un petit peu de cet uppercut. Et non, très beau travail. Parce qu'en plus, on le connaissait, Nate Landwehr. C'est pas la première fois qu'on le voit combattre, mais c'est un combattant chiant. C'est un combattant chiant à prendre. Tu le vois sur le deuxième. La façon dont il rentre, c'est pas académique, c'est très atypique. Difficile à lire. Voilà, il faut le temps d'adaptation. Et tu sens en fait que on avait fait un bon travail de preview, on en avait parlé de tout ça. Tout à fait. Et tu sens que dans le 2, Morgan, il a pas cette solution. Non. Il trouve pas cette solution parce que c'est chiant. Parce que le calf qui passe un peu moins, parce que il y a un peu moins de déplacements latéraux. Tu vois, il y a quelques trucs. Mais c'est bien, Johnny, il m'a fait un petit retour par message. Et je pense que la semaine prochaine, ce sera encore suffisamment d'actualité pour parler un petit peu de game plan. Mais au deuxième, sur Admien, il y a quand même un peu moins de mobilité de la part de Morgan. Pour quelle raison, on ne sait pas. Fatigue, blessure, je sais pas, tu vois. Peut-être Landwehr qui a aussi changé ses setups et que ça le gêne aussi. Mais ces déplacements latéraux ou un peu vers l'arrière, antéro-postérieur, avec le calf, ils ont vraiment beaucoup gêné. Et sur le deuxième, il y a un peu moins. Tu as un Landwehr qui met du volume, qui touche. Je suis persuadé qu'il touche fort vers le milieu du deuxième. Et donc, tout ça fait que c'est compliqué. Ouais. Il touche, il répond chaque fois que Morgan touche. Quand Morgan touche une fois, il répond 2 fois. Enfin, c'est vrai que mais le deuxième, il est incontestable. Ça complique la donne et tu sens que c'est compliqué. Et tu parlais un peu de cette fatigue. Moi, je me suis demandé aussi, est-ce que Morgan, là, à la fin du 2, il a pas un peu de mal sur le physique à ce moment-là? Et moi, je vais jouer un peu l'avocat du diable. Mais si ça passe pas, ces grands crochets larges, là, avec la puissance qu'il met dedans, tu vois, et la volonté de finir à ce moment-là, j'ai peur qu'il gaze out derrière. J'ai peur qu'il ait plus de jus derrière. C'est passé, donc c'est top et bravo. Après, il avait une solution. Je remets pas en cause sa performance, tu vois ce que je veux dire? On l'a vu sur derrière, la lutte, hein. Il l'avait déjà fait aussi, tu vois. Donc imagine, il se gaze un peu sur les crochets. On a vu quand même dans le premier qu'il avait la solution de secours de ses timings en lutte qui sont magnifiques et de ses attaques aux jambes. Je pense qu'il y avait quand même d'autres solutions. Il y a vraiment un nouveau Morgan. Parce que pareil, sur la lutte, il a des timings encore plus rapides. Non, vraiment, c'était pas mal. C'était pas mal. Et donc, s'il finit avec ses grands crochets larges, ça touche, voilà, c'est le Morgan spectaculaire qu'on aime, quoi. 4e bonus à l'UFC, c'est quand même une dinguerie. C'est quelque chose qui fait que l'UFC t'aimera toujours, en vrai. Évidemment, bien sûr. Il est capable de swinger, il est capable de faire ses bagarres et d'en sortir, qu'il en sorte victorieux ou battu. Il fera toujours ce spectacle-là. C'est sa plus belle victoire à l'UFC. Hein. Bon, incontestablement. Ouais, sa plus grande, même dans la façon de faire et puis avec l'opposition qu'il y a en face. C'est une victoire. Non, mais Landwehr, c'est fort. Il avait beaucoup de victoires. Je reparle pendant la preview, j'avais parlé de ses combats à l'UFC, contre Onama, tout ça, mais il était champion du M1 aussi, quand même, ce mec-là, en Russie, tu vois. Donc, c'était un très, très gros test pour Morgan qu'il a brillamment passé. Alors, je te pose une deuxième question, avocat du diable. Est-ce que ces grands crochets larges, très, très puissants, est-ce que face à un mec plus sniper, ça peut aussi t'amener à ta perte? Oui, mais il n'aurait pas fait ça comme ça. Je pense que là... Assez intelligent pour s'adapter à qui est en face. Il a fait ça parce que c'était Landwehr en face et qu'en bougeant un tout petit peu la tête pour sortir de là, que c'est s'immuniser un peu contre ses uppercuts, c'était suffisant, tu vois. Je pense vraiment que contre quelqu'un
de plus fort et de moins touché, parce qu'il l'a fait aussi parce que c'était touché fort en face. Non, il est intelligent. Ça se voit, il a un fight IQ vraiment, vraiment élevé. Je suis pas du tout contre un mec qui snipe vraiment fort, un striker high level, il aurait fait ça différemment. Il aurait continué peut-être à attendrir avec le calf, ce qui fait, il est vraiment puissant sur les calf kicks. T'as raison, son fight IQ, il est grave à noter et je trouve Morgan, il arrive à s'adapter, quoi. Enfin, tu vois, selon l'adversaire. On avait vu d'ailleurs Eric Cara, il a partagé un peu le game plan qu'ils avaient contre Nate Landwehr et tu sens que il est capable de s'adapter à toutes les sortes de fights, en fait, Morgan. C'est ça que j'aime beaucoup. Il a les qualités physiques pour le faire. Il peut lutter de loin, il peut descendre dans les jambes, il frappe fort, il frappe fort en poing et en pied. C'est pas donné à tout le monde. T'as des mecs qui ont le punch, mais qui sont pas des gros kickers. Non, il a beaucoup, beaucoup de qualités, puis il est encore très jeune. Et puis sur ce premier, maîtrise aussi de ce qu'il pouvait, l'efficacité, la précision. Tout en déplacement. Sur son striking, exactement, les déplacements. Rien à dire non plus. Non, la copie, elle est très bonne là. Allez, il y a ce deuxième qu'il faut régler, mais c'est le combat. Sans coach, sans rien, c'est très fort. Mec... Quand je dis sans coach, sans son coach principal, encore une fois, il n'y a aucune atteinte vers ces hommes de coin, mais non, très très bonne performance. Et puis il y a un mec en face, tu ne combats pas tout seul, donc de toute façon, il faut pouvoir s'adapter aussi. 2 questions qui concernent Morgan sur la suite plutôt. Déjà, est-ce qu'on le voit à Paris? Il l'avait fait quand il était au Cage Warrior, combattre en juillet, recombattre à l'UFC Paris en septembre. Je pense que c'est très très différent pour déjà une raison évidente, c'est qu'à l'époque c'était pour rentrer à l'UFC et qu'on sait le rêve de Morgan et il l'a accompagné en vidéo pendant des années d'aller à l'UFC. Je pense que même s'il lui avait demandé de faire 2 semaines après un combat, il y allait pour rentrer à l'UFC. Là, je pense qu'il est assez intelligent et mature. Il est passé chez Ariel Helwani hier et il a dit, je te cite la décla, je ne veux pas me précipiter pour Paris, je veux être régulier, pouvoir reproduire mes performances et les enchaîner. Je sens que c'est pas une priorité pour lui et je pense que c'est le bon choix. Mais si tu viens d'arriver dans le roster UFC, ça vaut peut-être le coup. Mais là, il commence à être installé. Moi, je pense qu'il peut être à 2 combats d'un combat top 15. Il faut surtout pas rusher. Pas maintenant, pas à ce moment de sa carrière. Et c'est cool d'être à Paris. Nous, on serait contents qu'il soit je sais qu'il adore combattre devant son public. Mais ta construction de carrière, c'est pas que faire plaisir au public français. Et là, pour le coup, moi, si je suis Morgan, je pense que je demande pas spécifiquement Paris. Si on me propose un beau combat pour Paris, je peux y réfléchir. Mais c'est pas ma demande première. Non, tu sens qu'il veut prendre son temps, avoir le bon match-up, les bons choix de carrière. Non, mais je pense que la temporalité, elle est un poil courte. Et en fait, c'est pas le temps. Il faut repréparer. Pour repréparer un camp contre un adversaire qui sera sur le papier encore plus fort que celui qu'il a eu. Tout ça laisse à penser que, à mon avis, il vaut mieux qu'il zappe et qu'il essaie d'être sur une carte d'Abu Dhabi ou du mois de novembre. Tu vois. Se laisser 1 mois et demi, 2 mois de plus au moins pour faire cette bonne prépa. Et deuxième déclat que j'ai noté de lui chez Ariel, parce qu'elle va avec ça, je pense que je suis en train de trouver mon style de combat et comment l'appliquer. Donc pour l'instant, je prends juste quelques semaines pour tester des choses, faire des sparring, et ensuite on verra ce qui viendra. Donc ouais, pareil, tu vois, tu sens cette intelligence dans sa construction de carrière, de dire là j'ai le temps, je suis en train d'adapter mon style à ce qui me plaît le mieux, je vais prendre le temps de progresser, ce qu'on avait parlé plusieurs fois dans des émissions, Aldric, avoir ce temps, pas rusher tous les combats, mais prendre du temps à l'entraînement pour progresser, pas qu'être dans du camp de prépa. Moi j'aime bien parce que ça se voit qu'il a trop. En fait, pourquoi faire du cage control quand t'es explosif? Il suffit c'est très dur, hein. Moi je le dis comme c'était facile, mais de timer tes amenés au sol, un peu comme le faisait Georges, tu vois. Et là tu sens que c'est ce qu'il a fait. Donc on est tombé sur le premier round, il fait un takedown qui est non énergivore parce qu'il est timé. Et du coup, ça lui laisse plus d'énergie sur son striking et ses déplacements. Donc oui, on voit un Morgan qui se cherche moins. À l'époque du Cage Warrior, on voyait qu'il il y avait des séquences de cage control qui étaient un peu longues et peut-être énergivores, tu vois, que c'était pas forcément qui finissait du coup un peu plus fatigué. On les a vus aussi sur ces 2 premiers combats UFC, ces séquences. Et là, on commence à voir des choses différentes. Un mec qui a une responsabilité défensive encore plus pointue, et qui se sert de la lutte pour timer, donc du coup ça fait des feintes très intéressantes. Il progresse de sortie en sortie, il a beaucoup d'expérience, donc on le voit depuis tellement longtemps Morgan qu'on se dit c'est un ancien. Non mais c'est un jeune. Il a moins de 30 ans, il a moins de 30 ans Morgan Charrière, donc je pense qu'il a encore de quoi, je sais pas quelle sera sa limite. Moi, pour tout avouer, j'avais été à RMC à l'époque, j'avais dit que je l'imaginais pas être top 10 à l'UFC. Et pour le coup, je sais qu'il l'avait pas très bien pris et je peux comprendre pourquoi. C'était mon avis. Par contre, je lui vois une énorme marge de progression. Je sais pas où est sa limite en fait. Mais en fait, quand ils sont peut-être que je me plantais peut-être que je me plantais quand je disais ça. Ben, si tu prends le même gars qu'à 34 ans, t'as pas tort sur ton raisonnement. Le niveau qu'il affichait à cette époque, à 34 ans, tu peux pas. Là, par contre, à l'époque où tu l'as dit, je me rappelle, il devait avoir 26 ou 27 ans. C'était un poil tôt parce que des fois, à 27 ans, c'est fini, la marge de progression. Mais là, tu vois,
il s'est ouvert. On sait qu'il a quitté son club formateur pour aller dans un club avec une plus grosse structure qui lui permet d'avoir des charges de travail plus importantes. Et là, le seul constat qu'on peut faire pour le moment, c'est que sortie en sortie, ça s'aiguise. On sait qu'il a pris sa black belt de Luta Livre, si je dis pas de bêtises. Donc debout, ça s'aiguise. Sa lutte, elle s'est nettement améliorée. Au sol, c'est fort. Là, au moment où, moi, je sais pas te dire quelle est sa limite. Quand on le verra un petit peu saturé et non progresser sur une sortie, on pourra se dire, OK, on est peut-être arrivé. Et encore que des fois, en changeant un ou deux intervenants de ton staff, tu peux repasser un palier. Mais pour le moment, la limite, elle est peut-être beaucoup plus importante qu'on ne pensait au départ. Et je sais que je disais ça aussi parce que le phaser, c'est une caté de tueur. Enfin, les 145, c'est comme les 135, c'est une caté où c'est dur. C'est dur de rentrer top 10. La concurrence est énorme. Mais force est de constater qu'il y a des progrès à chaque sortie, qu'il aiguise son jeu. Et donc, à lui de voir jusqu'où il va pouvoir monter. Puis c'est des carrières que j'aime bien, en fait, parce que Morgan, il y a des défaites. Mais il apprend toujours de ses défaites, il revient plus fort. Enfin, tu vois. Puis c'est un bosseur, tu vois. Il se fait pas complètement mettre la tête dans le sable parce qu'à un moment il y a un accro sur la route. C'est quelqu'un qui reste fier, tu vois, qui monte la tête et puis qui avance et qui va de l'avant. Et je trouve ça cool. C'est des carrières qu'on aime dans le sport de combat. Ouais, puis c'est un beau prospect pour la France. Oui. Moi, je le vois, je l'imagine en tout cas déjà futur top 15, ça c'est sûr. Et pour la suite, on verra un petit peu quand ça va se corser. D'ailleurs, pour préciser, j'avais dit que je le voyais dans le top 15. Je le voyais pas, je le voyais entre 10 et 15, en gros. Donc, on verra jusqu'où il pourra monter. Qui pour la suite? C'est la deuxième question. J'ai vérifié ce matin, parce qu'on est mardi. L'avantage d'avoir enregistré le mardi, c'est que tous les classements ont été mis à jour. Il est 60e, Fight Matrix, désormais. Il a pris une bonne progression. Je t'ai noté des noms autour, qui peuvent être intéressants, autour de cette 60e place. J'ai Julian Erosa, qui est 58e. J'ai José Delgado, 54e. J'ai Haider Hamil, qui est 66e. Haider Hamil qui avait battu William Gomis, souviens-toi, ça peut être un match-up intéressant en plus avec le côté venger le français. Billy Quarantillo qui est 63e, la guerre elle serait totale. Kyle Nelson 51e, Joe Anderson Brito 50e. Souviens de Brito contre Gomis à Paris l'an dernier. Qui est fort aussi, qui est un animal. Hein. Alex Caceres 49e et j'ai fini ma petite liste possible à Calvin Kattar, dont on va reparler, qui était dans cet événement, qui donc a été battu par Steve Garcia, 47e. Kattar, c'est bien. Ouais, moi j'allais te dire, j'aime bien Kattar. Le nom, ouais. Le style qui va donner une guerre cool, tu progresses. Je crois qu'il est encore 15e au classement fédéral. Ouais. Alors c'est peut-être un peu tôt par rapport à ça. S'il était sorti du classement, je me dirais c'est peut-être plus jouable. Moi j'aime bien Kattar. Mais si l'UFC veut proposer Kattar, let's go. J'aime bien Kyle Nelson. Pourquoi? Parce que Garcia l'avait battu aussi juste avant de prendre Kattar. Donc c'est un bon test aussi, tu vois. Pré-top 15, non, il y a 2-3 noms intéressants. Là, c'est pour ça que je te dis, il faut pas se précipiter parce que les blazes qui arrivent maintenant, c'est des mecs sérieux. Ouais, exact. C'est pour ça que je t'ai fait la liste, en fait. C'est que tu vois que le prochain combat, ce sera pas une blague, de toute façon. Tu montes au fur et à mesure. Donc, faut prendre le temps de le préparer. Faut pas le rusher juste pour être à Paris, histoire d'être à Paris, quoi. Quarantillo, c'est fun aussi. Ouais, non, forcément. Enfin, la guerre, elle serait incroyable. Et puis, Hamil, j'aime bien pour le storytelling, quoi. Tu vois, dans cette KT. Tu sais, Gomis, c'est pas si loin. Hein. Il est 40e, Gomis. Donc, tu vois, ils sont tous les deux dans ces aéropages où ils peuvent rencontrer les mêmes mecs, en fait. Tu peux aussi, au niveau classement, ça aurait sens de faire une revanche contre Mariscal. Mais bon, vu qu'il a déjà eu ce combat-là, mais tu sais, vois, des revanches, quand c'est pas pour il faut qu'il y ait une logique finale mondiale ou un truc comme ça, je vois pas trop l'intérêt, moi. Non, c'est pour ça que je te l'ai pas mis dans la liste parce que c'est pas. Mais au niveau classement, ils sont pas loin, donc ça aurait pu être une des possibilités aussi. On reste sur Steven. Si tu veux, on fait un rapide détour par Calvin Kattar, donc battu par Steve Garcia. Quand même. Steve Garcia qui passe lui 11e dans le classement de ses 145. Masterclass de Garcia quand même. Ouais. On avait dit sur la preview, il a jamais pris un striker d'élite, ce qui était vrai sur le papier. Bon, on n'a rien à fiche que Kattar soit un striker d'élite. Le volume. Kattar, quand même, je trouve, à la fin, il fait son âge un peu. Mais tu sens qu'il est. Attends, ça tape dans le carreau. C'est l'âge ou c'est l'adversaire? Il lui a mis 85 frappes je vois ce que tu veux à 26. Est-ce qu'à 25 ans, tu en prends 85 dans la tête, t'es pas pareil à la fin? Je sais plus combien lui en avait mis Max, mais il était un peu plus vivant à la fin. Mais tu vois, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est tout cumulé en fait. C'est-à-dire qu'avec en plus le côté un peu vieillot, sans être méchant, plus le fait que tu prends autant de coups significatifs, oui, à la fin, tu vois que c'est dur. Il a fait un sacré combat, Garcia, quand même. Hein. Ouais. Mais là, lui, il vient les poser dans la division. C'est-à-dire que là, il vient se poser et dire, je suis là. Et tu le vois monter plus haut? Il est 11e, là, je le disais, au niveau classement. Moi, j'ai envie de voir, surtout. Moi, je pense c'est toujours pareil. On en a parlé. Les mecs qui viennent poser un gros volume, il faut être capable de les gêner. Soit par une grosse lutte, soit par des déplacements. Et il y a la place, hein, quand même. Hein.
Non, moi, je pense qu'il peut être très embêtant. Il est juste en dessous, tu vois, je revérifiais de Jean Silva, Youssef Zalal, Josh Emmett. Il y a des fights à faire avec Garcia. Et c'est pas des mecs forcément qui ont une réponse. Jean Silva, ça peut être embêtant. Les deux autres, si tu mets du volume, c'est la guerre, hein, mais non, il y a des match-ups très intéressants. Ouais, je suis assez d'accord et hâte de voir ce qui va se passer pour la suite pour lui, Steve Garcia. C'est 31 ans, Garcia, je crois. Hein. 31 ou 32 ans. Je suis quasiment sûr. Très intéressant. Hein. Il y a de la marge. Aujourd'hui, les gars, entre 32 et 33 ans, t'es à ton gap. On en reparlera au cours de l'émission. Il y en a plein qui ont cet âge-là. Et c'est très intéressant de les voir arriver. Ils sont en hold-up au top 10 à cet âge-là. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est l'âge de la maturité un peu aussi. C'est fini l'époque où les mecs arrivaient, John Jones, 23 ans et tout. On n'en verra plus, ça. Enfin, ce sera très, très rare. C'est ça. Il faudra sur des KT un peu spécifiques, peut-être, tu vois. Mais dans ces KT-là, non, on n'en verra Flyweight, plus. des choses comme ça, pourquoi pas. Même poids lourd, peut-être. Voilà. Flyweight, poids lourd avec un talent très spécial, c'est jouable. Le reste... compliqué, le niveau, qu'est-ce qu'il est haut. Voilà, il y a trop de tueurs à gage. 135, 145, 155, il y a beaucoup trop de tueurs. Même 170, tu peux monter. C'est quasi impossible, sauf si t'es un génie total. Le main event de cette UFC Nashville. Voilà, je dois admettre, Aldric Cassata, que mon pire cauchemar est arrivé dans cette soirée. Derrick Lewis a éteint Talisha Texera au premier round. Ça, on avait à peu près prévu que ça se finirait au premier round dans un sens ou dans l'autre. Mais j'ai rien contre Derrick Lewis, mais je te l'ai dit la semaine dernière. Mais c'est pas Derrick, mais... C'est un drame qui Alex, c'est pas Derrick il éteint Lewis, les mecs qui sont censés monter, il est toujours top 10, quoi. En fait, je t'ai dit quoi la semaine dernière? Je t'ai dit ça va arriver, le petit grain de sable, pas parce que Derrick Lewis, je suis associé sur une boîte de paris avec lui, parce que Talisha Texera, il a des entrées absolument immondes. Ouais, je sais. Être fort physiquement, faire 2m03 et gérer le clinch de Muay Thai étaient des très bons avantages. Mais ses entrées, elles sont pas bonnes. Et contre un mec... Et en plus, t'as vu, j'avais mis un petit bémol sur sa prépa. On a vu qu'il a fait le poids le plus bas qu'il a jamais fait à l'UFC. Donc, il s'est entraîné sérieusement. Il est venu... il est venu sérieux. Ouais. Donc, voilà. Et t'as raison, quand tu fais des entrées comme ça, t'es puni. Même face à un mec qui, techniquement, est assez balourd, entre guillemets, et qui est plus proche du bagarreur de bar que du boxeur de haut niveau. Mais tu te fais finir. Il s'est fait timer sur une mauvaise entrée, il s'est force de frappe. Voilà, point final. Ouais, mais ça m'attriste, je te jure, ça m'attriste pour les poids lourds parce qu'on s'en sortira pas de cette catégorie poids lourd où il y a 3-4 mecs d'élite et le reste, il y a un gars. C'est aussi énorme. À l'UFC, ils arrivent avec un mec qu'ils ont un peu produit qui est Made in LFA Brésil. Ils lui font aller au Dana White, il met KO. À 25 ans ou 26 ans, tu le mets main event contre un mec aussi dangereux. Non, mais tu vois, ce gap entre l'élite de la division et le reste. Je te souviens, toi, ce que Cyril Gane a fait à Lewis il y a 4 ans maintenant, quasiment. Après, regarde. Fernand, il avait été step by step avec Cyril. Il a fait beaucoup de combats avant de monter. Ouais, peut-être que là, on l'a trop rushé aussi, t'as raison. Bien sûr. Mais... En fait, le problème, c'est que cette division, elle ne se suffit pas à elle-même. Ils ont besoin de talent. La semaine dernière, on a annoncé Ante Delija, on a annoncé Bouchecha. Il recrute, mais malgré tout, regarde, Bouchecha, on va vite. Il recrute, boum, top 15. Ouais, il prend un top 15. Ante Delija, à mon avis... Ça va aller très... Ben oui, c'est pas à mon avis, c'est sûr, il est à Paris. Oui, il est à Paris. Contre Spivak, je crois. Et donc, Tibura. Donc, tu vois, ça va... En fait, on les laisse pas monter. Tibura qui est dans le classement aussi. Oui. Donc, c'est direct. On ne les laisse pas monter. Non. Et j'avoue, n'importe quel de si les deux gagnent, Bouchecha comme Delija, ils seront directs contre un top 10. Exactement. En fait, ils seront directs contre un Derrick Lewis sur un mec comme ça. Parce que la division n'a pas assez de talent, en fait. Ouais. Sinon, ça m'attriste, je te jure, pour cette division parce que. Après, c'est pas mort. Il a 25 ans. Il va se relever de ce chaos. Peut-être que. Moi, tu vois, c'est vraiment typiquement le genre de produit. Il faut qu'il aille chez Fighting Nerds. Parce que on aime, on n'aime pas. Quand ils vont combattre contre Nassour, on n'aimera pas du tout même. Oui. Mais ils vont lui apporter les trucs. Tu vois, la science du déplacement, ce mec est physique, il est puissant, il est pas mauvais au sol. Pour un poids lourd, il a plein d'atouts. Mais ses déplacements, ça va pas du tout. Je suis d'accord. Tu vois, avec un peu la science Fighting Nerd, ça peut être très bon. J'avoue, les entrées, c'est chaud. Je te l'avais dit la semaine dernière. C'est chaud quand même. Pas contre Lewis. Mais là où ça m'inquiète, quand je dis ça m'inquiète pour cette KT, c'est une fois que tu auras fait Thomas Spinal, Cyril Gane, et on espère que ce sera bientôt, il y a des rumeurs sur Abu Dhabi, moi je le voyais plus à New York, mais Abu Dhabi ça fait sens avec les horaires, si jamais c'est ça qui se fait. Une fois qu'un des deux a gagné, que ce soit Tom ou Cyril, mais ils règnent sur quoi les mecs? Je veux dire, qui ils vont affronter?
Tu vois, c'est ça le problème. Spinal, il peut être le plus talentueux au monde. Si jamais il bat Cyril, derrière, tu lui donnes t'as quelques-uns. T'as un Volkov qui est derrière. T'as un Gelton Almeida qui est pas mal. Tu vois. Je pense qu'il y a un Curtis Blade. Bien sûr qu'il y a un gars. C'est des blazes. Voilà, tu me cites 2 des mecs qui sont encore dans les mecs qu'on peut mettre d'élite un peu. T'as Curtis aussi, Blade quand même, qui est métable. Tu vois, c'est physique. Mais je suis d'accord. Si Bouchécha, ça matche pas, tout ça, et même en Tédélija, c'est bon. C'est pas mauvais. Il devait déjà affronter Cyril à Abu Dhabi en 2021, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, il avait été bloqué par le PFL avec qui il était sous contrat. Mais il n'y a pas énormément de prospects. Non, je suis d'accord avec toi. Il va falloir trouver. C'est une catégorie qu'on pourra aborder dans nos points réguliers désormais. Mettez-le en commentaire si vous voulez faire un petit FIFA recrutement manager pour voir un petit peu ces prospects des poids lourds dans le monde entier. C'est un travail que je fais avec plaisir. Tu sais ce qu'il a demandé tout de suite à Dana White, Derrick Lewis, quand il est sorti de la cage? Je crois qu'il voulait faire du grand pas à sa femme ou un truc comme ça. Ça, c'est ce qu'il a dit au micro, mais lui, il lui a demandé tout de suite si le président américain était dans le coin. Et il l'a eu au téléphone. Il veut être sur la carte Maison-Blanche dont on vous a fait la carte. D'ailleurs, si vous avez écouté Dana, vous savez qu'on n'était pas trop dans le faux sur nos idées. On était pas mal sur notre carte. Et il a bien dit que ce sera un pay-per-view. Ce sera l'international. Si ça se fait... Au final, c'est peut-être toi qui auras raison. C'est peut-être la plus belle carte de l'histoire. Si ça se fait, ce sera le pay-per-view de l'International Fight Week. Tu vas voir. Ça correspond trop au niveau des dates. Mais en tout cas, j'y pensais même pas quand on l'a fait. Mais quand j'ai vu cette info, je dis en fait, Lewis, ça le fait. C'est un peu le gros bonhomme américain, tu vois, ça le fait sur une carte. C'est le Texan quand même, tu vois, qui a suivi un peu le chemin de la rédemption. Ouais. C'est une image quand même. Ouais, complètement. Tu vois, je le mettrais bien dans un prélim d'une carte comme ça peut passer. Non, il y a un point qu'on voulait aborder sur ce main event, Aldric, parce que j'ai vu pas mal de retours et on m'a posé des questions en me demandant sur la séquence finale. Donc, sur son entrée, il se fait tout de suite contrer et punir par Lewis. Tombe au sol, il y a un début de Grand Pound et Teixeira se relève en mettant ses mains sur la cage. Il utilise la cage pour se relever et c'est à ce moment-là que l'arbitre arrête alors qu'on a l'impression qu'il va pouvoir repartir au combat. Est-ce que c'est un bon stoppage? Est-ce qu'il est trop tôt, selon toi? Moi, c'est la première impression que j'ai eue, c'est que c'était trop tôt. Et quelles conséquences parce que, en fait, les mecs me demandaient, les questions qu'on m'a posées, c'était est-ce que l'arbitre, en voyant qu'il a grippé la cage, ça a pu jouer dans sa décision de dire c'est maintenant que j'arrête? Mais évidemment, parce qu'en fait, tu dois, tu sais, le fameux protect yourself at all time, tu vois. Et c'est important de le parler parce que tu dois être capable de te défendre. Là, sa défense, c'est qu'en fait, s'il cède de la cage, c'est qu'il est pas capable de se relever. Moi, l'interprétation que j'en fais, et tu sais, le problème, c'est que les règles aujourd'hui sont ce qu'elles sont. J'espère qu'on aura quelque chose de plus clair encore quand ils font la réforme en janvier. C'est exactement. C'est en août que ce sera voté. Ouais. Et ça, c'est pour les juges, mais en tout cas pour les arbitres, tu dois te défendre proprement. Et pour moi, se remettre debout en s'accrochant à la cage n'est pas une défense propre. Donc je juge pas. Pour moi, l'arène n'est pas prématurée. Alors il y en a qui auraient aimé qu'ils prennent encore 1 ou 2 coups par Lewis et à ce moment-là, sa santé, elle aurait été encore plus peut-être endogène. Mais si tu es capable de te relever par toi-même et que tu te défends, c'est un fait. Si tu dois t'agripper à la cage pour te relever, pour moi, il n'y a pas d'early stoppage. On rappelle, je les ai sortis pour revérifier le règlement, les règles unifiées du MMA, que dans n'importe quelle situation, agripper la cage, c'est illégal. Même avec les pieds, c'est interdit. Voilà. Tu peux pousser sur la cage, mais pas mettre tes orteils à l'intérieur. Le règlement dit, tu peux mettre tes doigts dedans, mais tu ne peux pas l'agripper et t'en servir. Peu importe, c'est pas que pour arrêter un takedown, c'est dans n'importe quelle situation que c'est illégal. Donc en fait, c'est une défense illégale. C'est ce que tu es en train de nous dire. Moi, pour moi, c'est même pas une défense que, à la limite, une défense, c'est comme on a eu la semaine dernière sur le combat de l'Ares, je ne veux pas tomber, je m'accroche à la cage. Tu vois, là, c'est une défense de lutte qui est interdite. Là, on te demande de te défendre avec un mec qui est dans ton dos aux 3/4 arrière et qui te frappe. Et ton seul réflexe, c'est de t'agripper à la cage pour te remettre debout. Ça veut laisser entendre que tu n'es pas capable de te remettre debout par toi-même. Que tu n'as pas cette défense cohérente qu'on attend. Et si tu l'agrippes pas, peut-être que tu remontes pas. Peut-être que tu continues de prendre S'il peut se relever à dos de la main contre la cage comme un appui, ça marche. Mais à partir du moment où il l'agrippe, ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire autrement. Par contre, si jamais l'arbitre avait dit on stoppe pas, tu vois, il se dit Teixeira est encore un peu vivant, il laisse un peu. On est d'accord. Il faut, dès qu'il y a un temps mort, t'arrêtes. Et tu déduis 1 point de Teixeira. Mais là, le problème, c'est que illégal. Et vaut 1 point en moins. Tu es obligé d'arrêter pour faire le 1 point en moins. Donc, ça veut dire que tu le laisses récupérer. Non, il va aller mieux arrêter. Là, pour moi, il n'y a pas faute d'arbitrage. Franchement, c'est bien arbitré. Ouais, je pense aussi. Je pense que sur la première impression que j'ai eue, c'était c'est un peu tôt, parce qu'il me semblait se relever. Non, quand tu vois le ralenti et le fait qu'il utilise ça, eh ben, en effet, ça doit compter pour se dire. Pour moi, il y a eu bien pire au niveau des juges pendant cette soirée que la décision de l'arbitre à ce moment-là. Oui, je suis d'accord. On zappe ce main event en tout cas et on verra ce que sera la suite pour Derrick Lewis. On vous avait donné un bon prono. Ouais, Merci pour les messages que vous m'avez mis sur Insta. Il valait mieux suivre Aldric que moi pour le coup. Suivez-moi en général. Tu vois, on l'avait dit, c'était cette carte
old school, new school un peu, et ben tu vois, ils passent pas tous la nouvelle. Je te l'avais dit. Morgan c'est passé, bon film c'est passé, mais on va en reparler parce que ça aurait pas dû passer. Ouais, pour moi ça devait pas passer. Garcia c'est passé. Par contre, du côté mais Garcia, poids lourds, vraiment très gros combat et on a hâte de voir la suite. Par contre, si tu veux qu'on enchaîne sur Bon Film Thompson, pour moi c'est. Alors. On va être clair, je dis pas souvent le mot vol en MMA. Là, on n'est pas loin. Mais en fait, il rien. Il y a aucun dégât, Bon Film. Il y a toutes ces phases de contrôle, il y a rien. Bon, on m'a parlé de ce combat-là et on enchaînera avec celui du Cage Warrior après parce que c'est un peu la même logique en fait. Sauf que c'est plus facile à expliquer là parce que la carte des juges est sortie, alors que c'est ça du Cage Warrior, elle n'est pas encore sortie. J'ai été obligé de travailler par raisonnement pour expliquer, mais ça, on en parlera plus tard. Là, il y a juste un truc intéressant. 12 grands médias sur les 14 interrogés sur MMA Décision qui donnent Thompson. Ok. La communauté, tu sais celle qui vote là, oui, comment elle s'appelle c'est des agrégations de ouais, mais tu sais, il y a la communauté où il y a les particuliers qui votent aussi. MMA Verdict, ça vote pour Thompson. Donc là, quand les deux, c'est corrélé, c'est-à-dire qu'il y a la presse, les grands journalistes, plus Verdict, ça sent pas bon. Et après, si on s'intéresse au combat en lui-même, je suis assez d'accord avec les trois juges. Le premier, je le donne à Bon Film. Même si c'est très serré, la puissance des frappes qu'il a mis, pour moi, suffit. Je peux te suivre sur le premier. À lui donner. Et c'est ce qu'ont donné les juges. Donc là, je suis raccord. Les 2 et le 3, on a un gros problème si tu les donnes à Bon Film. Moi, le 2, je le donne, mais vraiment sans aucun débat possible à Thompson. Et le 3, c'est un cas d'école. Pourquoi c'est un cas d'école? Parce que déjà, je suis pas d'accord avec les frappes significatives de UFC Stats. On rappelle, faudra toujours rappeler, les stats, c'est fait par des êtres humains qui appuient sur des boutons. Pour la petite info, ils peuvent se planter eux aussi. Tu vois. UFC Stats, c'est Fight Metrics et pas Matrix, qui était le premier site à faire des statistiques en MMA sur les gros orgas en 2016-2017, qui a été racheté par l'UFC, parce que leur data était intéressante, et qui est devenu aujourd'hui UFC Stats. Le rachat, c'est très bien, bravo eux, parce qu'ils ont été rachetés une belle somme d'argent. Le côté un peu moins fun, c'est que du coup, ils ne travaillent plus qu'exclusivement pour l'UFC, via des bots et via un ensemble de choses, et plus du tout sur les orgas moyennes, parce qu'au début, quand ils ont commencé, ils faisaient Cage Warrior, tout ça. Donc, je suis pas d'accord avec les frappes significatives revenues. Et fin de parenthèse, mais il est possible que des sociétés comme ça commencent à utiliser l'IA. Mais c'est toujours une IA qui a été fabriquée par il y a un homme derrière. Le prompt, c'est un homme derrière. Et CompuBox, qui est la référence en boxe pour toutes les stats, je confirme, on connaît même les mecs. On connaît les noms des mecs. C'est des mecs qui appuient. Ils peuvent se planter. Ils peuvent ne pas ressentir quelle est une frappe significative ou non. Ouais, puis totalement. Sur le troisième, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il n'y a pas de frappe hyper puissante. Non. Donc, va sortir. Pourquoi quand il n'y a pas de coup vraiment très puissant qui fait reculer l'adversaire, sortir de la sueur, saigner ou downer, c'est compliqué de compter. Et en fait, déjà, les stats sont pas bonnes. Puis moi, je trouve quand même que la lutte de Bon Film doit pas suffire. Pourquoi est-ce qu'on va chercher le top contrôle alors qu'il y a 2 critères avant quand même. Mais en fait, c'est ça le problème. On en revient à notre débat sur les critères, Aldric. Ok, il a le contrôle. Il en fait rien. Il n'y a pas un dégât qui est fait. Et il n'y a même pas vraiment... Essaye un petit peu, mais il n'y a pas une recherche tu vois, de finalisation. De là, à la limite, ça aurait pu influer un petit peu. Donc, je suis désolé. Là, c'est une question de critères. Tu peux ne pas aimer. Et d'ailleurs, c'est pas un beau 3e round, tu vois. C'est pas un round qu'on va retenir, qui nous restera dans les mémoires, Aldric. Ouais. Mais sur les critères purs, tu dois le donner à Thompson. En fait, tu peux pas le donner à un mec qui fait 0 dégâts, qui fait que du contrôle. J'ai détaillé les stats en plus pour revenir. Sinon, donc, ça veut dire que les deux critères d'avant sont égalités. Justement, tu me fais une passe D. Tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas de très grosse frappe dans le 3e. Non. Donc, il y a des globales. C'est sur les frappes globales, tu as Thompson 32 contre Bon Film 22. C'est 10 frappes quand même. Et si tu t'intéresses aux frappes significatives ressorties de ça, tu te rends compte qu'ils ont transformé ça en 7 à 10. 7 pour Thompson, 10 pour Bon Film. C'est-à-dire que pour eux, les 32 frappes de Thompson, elles sont pas significatives. Pour moi, elles ont toutes touché, puisque c'est des low kicks, c'est des kicks, tu vois. Donc, je comprends pas déjà la base de la stat. En fait, le problème, c'est que ces stats-là sont faussées. Enfin, chacun les ressentira différemment, en fait. Et après, si tu comptabilises le temps de contrôle, effectivement, Bon Film, oui, capitalise un peu sur contre la cage et tout, mais tu dois pas être capable de gagner un combat comme ça. Et je dis, il y a 2 facteurs. Sinon, c'est plus les journalistes et verdict, ça trompe pas. Donc, à partir du moment où ça va dans le même sens, de façon clairement significative, il y a vol. Et je pense qu'on peut en parler c'est compliqué, là. Au-delà, tu vois, ce qui va se passer en août avec le vote de critères plus simplifiés, enfin, en tout cas plus clairs, il faut pas juste voter ce truc-là. Il faut amener tous les juges, là.
il faut les foutre dans une salle et il faut faire un séminaire avec eux. Il faut bien, tu vois. C'est compliqué. Parce que c'est pas possible, en fait. C'est les critères. C'est pas possible que tu prennes le contrôle comme pour le donner à Bon Film, là. Ça peut pas arriver. Et je vois pas où ils trouvent 10 frappes significatives à Bon Film. Non, sur les frappes aussi. Mais c'était intéressant. Il n'y a pas un écart énorme, hein. Tu vois, c'est pas comme si, enfin, je dis pas que Thompson domine le round. Il a regardé 3-4 fois, il gagne ce round. Il le gagne. Voilà, il le gagne. Ou alors les critères veulent plus rien dire. Mais par contre, t'as vu Thompson, très smart. Il fait des photos. Il a le tibia à moitié ouvert. Il fait des photos. Il sourit. Il prend Bon Film dans ses bras. Bon, je pense qu'à 42 ans, il s'en fout un peu au final. Mais il méritait de gagner ce combat. C'était pas pour valider mon prono, hein, que je dis ça. D'ailleurs, j'avais dit, les gars, c'est pas 2 sur 10, c'est 4 ou 5 sur 10. Bon, on y était, dans ces 4 ou 5 sur 10. Je parle de pourcentage, bien sûr. Mais les juges en ont décidé autrement. Alors qu'il y avait un gros écart sur ce qui était annoncé en cote. C'était un 80-20. Donc, il y avait pas... Moi, je l'avais dit que c'était enflammé. Hein. C'est là qu'on voit qu'il y avait pas tant d'écart que ça. Et Bon Film est pas aussi haut que les gens l'imaginaient à ce moment-là. En striking, il est pas mal, mais on avait vu ses limites contre Dalby et il n'y a pas de progression. Elle se répercute. Ça a ouvert, puisque c'était une polémique un peu sur la façon de se jouer, t'ouvres, et t'en as parlé juste avant, sur le Cage Warrior, qui était ce week-end aussi. Et le main event, c'était Ake contre Scott pour la ceinture des Fly, ceinture des moins de 57, qui nous intéresse aussi pour une raison qui s'appelle Nicolas Leblond, qui est là-bas et qui est dans cette catégorie-là, qu'on espère bien sûr voir à l'UFC si possible bientôt. Mais c'est des adversaires qu'il a dans le viseur. Qu'est-ce que tu voulais souligner sur ça? J'ai vu passer... on m'a posé la question sur Insta. Ouais. T'en as parlé notamment du 4e, cas d'école une nouvelle fois. En fait, déjà, premièrement, le niveau. C'est intéressant. Moi, je pense qu'en France, on n'a vraiment pas à rougir. C'est-à-dire que ce soit, je vais écorcher son nom, donc je vais l'appeler le nouveau champion d'Arès, pardonnez-moi, qui vient de prendre la ceinture il y a peu de temps. Oui. Que ce soit Michael Aljarouge, que ce soit Nicolas Leblond, bien sûr, on a un niveau en France largement au niveau de ces mecs-là. Jawai Scott, qui avait déjà perdu à l'Arès, pour la petite histoire, nous a fait un très bon combat. Néanmoins, ce 4e, c'est encore un cas d'école. Je voulais juste revenir là-dessus 2 minutes. On a un hack qui fait franchement une masterclass en termes de striking en reculant. C'est rare d'avoir ces qualités-là. Pour moi, il y a peu de Français qui les ont. William Gomis, là, il fait vraiment une masterclass de striking en reculant. Il recule tout le temps, il fait des feintes et il touche. Et le premier et le deuxième sont incontestablement à lui. Le 3 et le 5, non. Ça, pour moi, c'est clair aussi. N'en déplaise à nos amis d'RMC qui commentaient, qui voyaient eux un 4-0, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, 1-2, c'est incontestable. 3-5, c'est incontestable, c'est pour Scott. Et vu la décision des juges qui est 48-47 pour Chajak 2 fois et 46-48 pour Jawai Scott, ils sont d'accord avec moi. Ce 4e, c'est le même cas d'école. Est-ce qu'on valorise les frappes ou est-ce qu'on valorise le temps de contrôle? Et je voulais revenir dessus parce que là, c'est un peu plus subtil que d'habitude. Je pense que c'est clairement une connerie de Jawai Scott. Pourquoi je dis ça? On arrive sur un round de 4 qui est très serré et sur un round de 4 où les frappes, il est en retard, Jawai Scott. Donc, en faisant que de la top position, et c'est ce qu'il a malheureusement fait, tu peux pas gagner ce round. Si les règles sont respectées. Ouais. Moi, ma question, et je voulais en débattre avec toi, c'est pour ça que c'est un cas d'école, mais s'il tente 1 ou 2 étranglements, c'est-à-dire qu'il essaie juste de mettre la main sur le menton, qu'est-ce qu'on en déduit? On reste sur les frappes ou on se dit c'est une agressivité qui veut mettre fin au combat? Moi, je suis d'accord. Tu vois où je veux en venir? C'est en tout cas dans la façon dont ils sont écrits aujourd'hui les critères. Pour moi, ça fait une différence ce que tu viens de dire, parce que aller chercher, c'est écrit noir sur blanc. C'est aller chercher un chemin de finalisation quand on est dans ces phases de grappling. Et ben donc, si tu le fais, en effet, ça te rajoute. Et à la limite, ça, tu peux le donner à Bon Film. C'est pour ça que c'est bien qu'on en ait parlé l'un derrière l'autre de ces 2 combats. Bon Film, il a quand même essayé d'étrangler. On peut... Il a essayé. Plus sur le 2, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On peut quand même se dire, OK, là, Jawai Scott, non. Il essaye pas du tout, il garde le combat au sol. Presque, on pourrait ressortir notre vieux terme des années Marker, lay and pray, tu vois. Donc, pour moi, c'est bien Chajak qui gagne ce combat. Même si, effectivement, il finit pas très bien. Il est très fatigué. Il se fait toucher quand même à la fin durement et il se fait presque finir à la fin du 5. Néanmoins, on ne juge pas sur la globalité. On juge round par round. Mais le cas d'école était important à souligner. Non, puis tu vois, ça permet de rappeler aussi que dans ces critères actuels, parce que des fois, tu as des combats où les gens disent hop, il y a un takedown sur la fin. Ah, il a scoré un takedown, donc il peut remonter et prendre le round.
Le takedown, dans leurs critères, c'est uniquement un changement de position. Ouais. Il faut en faire quelque chose de ton takedown. Faut qu'il y ait derrière, il faut que tu aies un chemin d'efficient, tu vois, de grappling efficient. Je vais reprendre. Pour moi, le roi de ça, c'était Georges Saint-Pierre à l'époque de Firas. C'est-à-dire que ils avaient un game plan, eux, qui était que Georges prenne l'avantage sur le striking. Et sur la dernière minute, il l'a fait à de nombreuses reprises. Combien de rounds il a arraché comme ça? Une fois qu'il était en avance, le takedown, il venait pour être sûr de ne pas laisser l'autre rattraper. Tu vois, il takedown à 90 secondes de la fin, pas pour gagner son round. Et souvent, on a pris ça comme ça. Ouais, c'est pour être sûr de gagner. Non, pour être sûr qu'il va pas se refaire rattraper. Tu vois, il avait assurer le coup. Oui, par exemple, comme Condit qui met ce high kick pleine tête. Et après, à l'époque, tu vois, les juges avaient penché. Georges avait le volume, mais Condit avait mis ce high kick pleine tête sur je crois que c'était le round 2 à l'époque de leur ceinture. Et ben, pour plus que ça arrive, il le faisait quasiment systématiquement. Une fois qu'il était sûr qu'il était en avance, takedown, on amène en somme. Tu sais un autre combat auquel ça me fait penser? Manon Fiorot, Kathleen Chookagian. Ouais. À la fin, moi, je l'aurais donné quand même à Manon sans le takedown. C'était pour sécuriser. Mais il est chaud, le round. Enfin, tu vois, il peut basculer aussi de l'autre côté selon comment le juge a vu le truc. C'est exactement. Avec ce takedown-là, tu le sécurises en fait. Ouais, tu passes 30 secondes, 1 minute au sol, ça se relève, tu as le temps de te replacer, t'as gratté 90 ou 120 précieuses secondes, ça fait presque la moitié du round, et tu gagnes ton combat. Et c'est à ça que ça doit servir. Mais ça ne doit pas servir à gagner le combat. C'est-à-dire que si tu perds sur les frappes effectives, ben, soit tu takedown parce que tu es très fort au sol ou que tu as un jeu de grande endpoint très agressif, soit pour faire ce qu'a fait Jawai Scott, tu takedown pas. Donc pour moi, c'est un cas d'école, mais pour une fois, et c'est rare en ce moment, le vainqueur du combat, on lui a levé la main comme il faut. Le bon vainqueur en tout cas. Mais tu vois, c'est hyper important. En fait, plus que de changer les règles de ce sport, on avait eu cette émission de Jab Culture ensemble là-dessus. Ce qu'ils vont faire cet été, j'espère qu'ils vont le faire bien. Il faut éclaircir le truc. Il faut éclaircir à fond. Que le mec, il a un papier avec une codification et qu'il arrive à comprendre. Que tu n'aies aucun doute sur quel truc est devant et que, ok, je dois mettre ça en priorité. C'est ça, machin. C'est ça l'important. Là, ça y va avec le... Et tu sais, même nous, hein, quand je dis nous, ça fait 25 ans que je fais ça. Des fois, je regarde, j'ai une vision. Tu vois, ma première vision, je vois Jawai Scott gagner. Parce que... tu finis. C'est l'entraîneur qui regarde. Pour moi, un mec, tu peux pas finir un combat comme ça. Je vois un de mes gars finir un sparring 1 minute sur le dos et se faire tabasser. Je dis merde, il s'est fait avoir. Mais non, on doit pas avoir ce jugement. On doit pas avoir un jugement de globalité. Tu dois juger round par round, et t'intéresser aux frappes, et t'intéresser à l'intention de finir le combat, et à t'intéresser à la top position si les 2 premiers critères sont ex aequo. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Et souvent, c'est contraire à l'ambiance générale, et à l'opinion générale que tu t'es fait. C'est ce qu'on se disait l'autre fois aussi. C'est la difficulté quand tu es au bout d'un 5 rounds et que le dernier round est très serré. C'est que le juge, ça se comprend aussi, c'est humain de juger en fait l'ensemble du combat et de donner le dernier round à celui qui voit gagner sur tout l'ensemble du combat. Et parce que c'était important de le sentir, Ougan Bayar Batsouk, le champion flyweight de l'ARES. Voilà, qui était fort, qui est un champion du monde de grappling aussi. Il n'a pas combattu depuis un petit moment, mais c'est un mec, je l'avais suivi moi suite à ce combat parce que c'était fort, c'est un gros prospect de la British Top Team, Jawai Scott, et je crois qu'il a gagné les mondes en grappling, et depuis on l'a pas vu recombattre. On passe à la preview de l'UFC 318. Aldric, gros morceau aussi. On rappelle, c'est ce week-end la Nouvelle-Orléans qui accueille pour la première fois un événement depuis 10 ans. C'était juin 2015. Cet événement, tu sais qui avait pris la Performance of the Night en juin 2015 à la Nouvelle-Orléans? Non. C'est Dustin Poirier contre Yancy Medeiros. Et 10 ans après, il revient. Le Diamond est encore là, mais c'est pour sa dernière danse. C'est son dernier combat annoncé officiellement. Donc, je vous avais dit peut-être que pourrait être convaincu d'en faire un. Alex, il a envie de le remettre dans une maison blanche, mais bon, voilà. Non, je pense pas quand même. Je pense que tout est écrit pour que ce soit son dernier contre Max Holloway pour la ceinture BMF Baddest Mother Earp. Vous savez ce que ça veut dire, cette ceinture qui avait été mise pour Diaz Masvidal il y a quelques années et qui ressort de temps en temps du chapeau pour ce genre de confrontation. Clairement, Aldric, on peut essaimer la carte et pas faire que le main event. Il y a d'autres combats intéressants, mais c'est clairement un événement fait. Et Dana l'a dit, c'est un événement fait pour Dustin Poirier et autour de Dustin Poirier. Ça se suffisait en soi, en fait. Avec ce seul combat, tu remplissais la salle. Est-ce qu'on va voir Lil Wayne faire l'entrée de Dustin Poirier pour la première fois à l'UFC? J'espère. Il me faut Daniel Cormier qui sera là au bord de... Enfin, tu vois, c'est un truc pour la Louisiane, cet événement. Après, c'est vrai, honnêtement, pour un numéroté... Est-ce que c'est la pire carte là, en plus... Si tu sors le combat Poirier-Holloway,
Je crois que c'est la pire carte depuis pas mal de temps. Ouais, elle est dure. En plus, on sort du 317 qui était ultra joli. Et derrière, il y a le 319 qui est complètement ouf. Donc, là, elle est dure. Ouais. C'est pour ça que je dis aussi, tu sens que ils se sont pas embêtés plus que ça pour le reste. Ah non, elle est meublée. L'important, c'était d'avoir Dustin pour sa dernière. Elle est meublée Wish un peu, hein, la carte derrière. Ouais. C'était le plus important. Et parce qu'en fait, tu sais que tu vas remplir la salle avec ça, je te dis. Surtout chez lui. On pouvait dire aux gens, il n'y a que ce combat-là, je te dis, tranquille, ils viennent. Après, je dis, elle est meublée Wish, mais attention, en prélim, il y a des trucs intéressants, mais c'est vrai que quand derrière, tout de suite, le co-main, c'est Costa Kopilov, c'est compliqué. C'est dur. Pour un co-main, c'est dur quand même. T'as raison, il y a des combats intéressants, et on va en parler, mais c'est en termes de name value. C'est pas un UFC numéroté. Voilà. Et tu sens, et je trouve que c'est sans doute volontaire aussi, de dire, la lumière, elle sera que sur un seul gars pour cet événement-là, c'est Dustin, parce qu'il mérite. C'est la première question avant qu'on rentre dans les combats, mais c'est mérité. Avec tout ce qu'il a fait. Avec tout ce qu'a fait Dustin. C'est une légende. C'est une légende. Non. Tu vois, on peut être critique de l'UFC sur plein de trucs, mais bravo à eux de le faire à la Nouvelle-Orléans. Il se bat contre une future légende. Parce que Holloway aussi, ce sera une légende Donc, non, ce combat. Déjà une légende. Il se suffit à lui-même. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Tu aurais préféré un autre nom? On sait qu'ils l'ont proposé à Ageji. Apparemment, c'est ce que voulait Poirier. Le 3, ils sont à un partout. Et Gedji, tu sais, qu'en mode en ce moment, non, c'est le titre ou rien. Il aurait refusé. Et donc, c'est Max qui a pris la place. T'aurais préféré Gedji? On rappelle qu'ils sont à 0-2. C'est-à-dire que Poirier a déjà 2 victoires sur Holloway. Les autres sont à un partout. Non, je trouve que c'est pas mal parce que ça va permettre de resituer Holloway dans la KT. Parce que maintenant, c'est un pensionnaire. Avant, c'était un guest. Tu vois la nuance. Là, il s'est installé dans la KT. Et il a même dit qu'il y retournerait plus. Donc, ok, montre-nous, est-ce que tu as évolué physiquement? Est-ce que on sait qu'il a pas besoin il a été un Justin Gage, donc la puissance, on sait qu'il l'a, mais est-ce qu'il s'est un peu plus installé dans cette caté, qu'il se l'est approprié, qu'il a pris un petit peu de poids et tout? Ça va répondre quand même à des questions, mais j'aime bien, moi, son style. On va rentrer dans notre preview parce que c'est un des points très importants pour moi dans la preview de ce combat-là. L'installation de Max, définitivement, à 155. Et t'as raison. En fait, Poirier-Gedji, c'était vraiment un truc, c'était vraiment le jubilé. Tu vois, c'est le truc, tu sais que les deux, ça changera pas grand-chose pour leur place. Gedji aurait, même s'il rebattait Poirier, il pouvait pas demander le title shot derrière. Max, ça le permet de s'installer dans cette KT s'il fait quelque chose. Mais bon, les deux étaient les bonnes solutions, je pense. De toute façon. Mais j'aime bien, moi, Holloway. Et les deux étaient très BMF. On va rentrer dans les combats. On va commencer par ce main event, bien sûr. L'occasion de rappeler que notre émission est sponsorisée, comme depuis quelques semaines, par Winamax, qui nous accompagne dans le développement de Aldric Enerby et de Jab Culture sur Jab Life. On vous rappelle que Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant, dans la limite de 100 € et vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code JAB10. Et nos rappels habituels, Aldric, les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans. On déconne pas avec ça, les jeunes, on ne joue pas. Et il faut ne pas se mettre en danger en jouant. On joue de façon responsable. Vous ne dépensez pas l'argent que vous ne pouvez pas perdre. C'est juste pour savoir un petit surplus de suspense et d'intensité en regardant un combat, en ayant parié dessus. Mais ne vous mettez pas en danger avec le jeu. C'est le plus important. Et on rentre donc dans cette main card de l'UFC 318 et ce main event, Dustin Poirier-Max Holloway. On en avait parlé déjà en Côte de Paris il y a quelques semaines, au début de notre aventure avec Wina, Aldric. Ça n'a pas beaucoup bougé. Dustin Poirier, 1,98. Max Holloway, 1,72. Donc malgré les 2 défaites en 2012 et 2019, la première par soumission, la deuxième par décision unanime, malgré ces 2 défaites face à Poirier, c'est Max le favori. Logique? Ouais. Je trouve que... Alors, Dustin, moi, c'est vraiment quelqu'un que je trouve admirable en tout. L'homme de famille, le côté associatif et tout. Mais force est de constater que au niveau Fight IQ, il est vraiment en roue libre depuis Conor, je trouve. Tu vois, il fait un peu comme il veut. Et il a du mal à rentrer dans un game plan structuré. Et je pense que ça va lui coûter le combat là, contre Max. Max, il va arriver. Je pense qu'il a vraiment travaillé de ses défaites. On voit qu'il y a une évolution dans son jeu. Moi, je l'ai trouvé déjà beaucoup mieux et beaucoup plus fort contre Justin Gage, Max Holloway. Et moi, je suis persuadé qu'il va avoir préparé quelque chose. Alors que je pense que Dustin Poirier va faire du Dustin Poirier, quoi. Ouais, je pense aussi. Tu vois, à quel point ça joue, avant que je te livre mon analyse à moi, mais à quel point ça joue le fait que ce soit chez lui, tu penses? Il peut être débordé par l'événement un peu? Non. Tous ses proches autour, l'ADER. Non. T'es chez toi? Non, ça jouera pas sur un mec aussi expérimenté? Ouais, ce mec a tout fait. T'imagines, il a pas bronché alors que le dernier contre Conor à Abu Dhabi, c'était simplement une folie, tu vois. Donc non, c'était celui du milieu à Abu Dhabi. Conor insultait sa femme. Ouais. Et du coup, non, je pense qu'au niveau émotionnel, ce mec-là a tout vu, tout fait. Non, là où ça va jouer, à mon avis, c'est sur le game plan. Moi, je suis persuadé qu'il y a une très grosse adaptation
de Max au niveau des déplacements, des feintes, et que ça va risquer, je pense, de changer la donne. Parenthèse, comme on en parlait, hein, Connor, ça va toujours bien. Ton idée de remplacer Dana, va falloir quand même qu'il s'améliore un peu sur 2-3 trucs. C'est n'importe quoi, là. C'était son anniversaire, en plus, le 14 juillet. Le moment où il y a eu le leak de la photo. Écoute, après, c'est Connor. Hein. Sa femme, c'est la mère de ses enfants. Ils sont peut-être plus ensemble. On n'en sait rien. Je veux dire, la posture était respectable. C'était pas sa femme avec qui il était en mode hug, mais c'était pas, tu vois, il fallait pas, c'était pas moins de 12 ans, quoi. Non, mais t'as vu aussi qu'il y a eu une photo de son intimité, là, qu'a leaké. Ah, non, oui. Ça, j'ai pas vu. Pareil, le jour de son anniversaire. Là, écoute, ça, c'est Connor. En ce moment, il y a des leaks dans le combat. Il y a pas mal de choses comme ça. Ouais, donc ce combat-là, là où moi je te disais que ça joue, ce que tu as dit tout à l'heure, je pense on a un peu oublié, parce que les 10 dernières secondes à l'UFC 300 de la convocation et le KO sur le gong sont tellement énormes que tu penses plus qu'à ça. On a oublié à quel point Holloway a outclass Justin Gaethje à 155. Il faut penser aux autres minutes du combat aussi. Holloway, à partir de la 3e défaite contre Volkanovski, qui est une masterclass absolue à Las Vegas, où j'étais dans la salle, pour moi, il doit plus jamais revenir à 145. Sa meilleure KT, c'est 155. Maintenant. Mais même, tu vois, son jeu, là, il est kick, il a les front kicks au visage. Moi, je trouve que il est pas resté sur ses acquis. Son niveau de boxe anglaise qui était absolument phénoménal. Oui, il progresse. Et ça progresse. Il a son travail de kick. Et ça aussi, si tu veux qu'on rentre vraiment dans le détail, je pense que les déplacements et le travail de kick contre Dustin Poirier, ça peut être très important. Oui, complètement. Très, très important. Je pense que son corps est beaucoup plus fait pour 155 aujourd'hui. Refaire 145 pour aller affronter Ilya, c'était une folie, en vrai. Tu vois, il a plus ce truc-là. Enfin, c'est très dur pour faire ses cuts. Voilà. Je pense qu'il sera beaucoup plus installé en 155. Et je te dis, on a trop oublié ce qu'il a fait à Gaethje avant les 10 secondes. Et que pour moi, il peut refaire la même à Max. Ouais. Et il peut refaire la même à Dustin. Moi, encore une fois, je pense carrément que c'est ce qu'il va faire. Voilà. Entrée-sortie, déplacement, feinte. On connaît Poirier. Poirier va chercher à ce que ça se passe dans la boîte et à essayer de mettre ce coup puissant qui met KO. Ce front kick au visage, comme il avait cassé le nez de Justin, qui a été extrêmement déterminant dans le combat. Je le vois bien repasser. Il baisse souvent la tête, Dustin. Tu vois, tous ces mecs qui sont très boxe anglaise, avec des mouvements de buste pour entrer dans la poche, il commence à avoir bien décortiqué le jeu et il a les armes pour le contrer. Donc, hyper intéressant. Complètement. Ouais. Il a ses armes pour le contrer. Je te dis, son volume et ses déplacements, son mouvement va faire qu'il peut prendre le combat à son compte, je pense vraiment. Et je le vois pas genre archi dominé non plus, c'est Dustin Poirier en face, mais je le vois assez... Ouais, moi aussi. Je peux l'imaginer prendre les rounds assez tranquillement, en fait, avec ce travail-là. Tu vois. Pour le petit clin d'œil, Dustin Poirier n'a jamais perdu 2 fois de suite dans sa carrière. Là, il sort de la défaite contre Makhachev. Ce serait un peu ballot que ce soit pour le dernier de sa carrière qui perde 2 fois de suite. Les adieux, c'est jamais sympa. Mais j'ai du mal à imaginer autrement, en fait. Tu sais qu'il faudrait faire une stat. Et je comprends que Poirier, avant de te redonner la parole, je comprends que Poirier ait demandé Gaethje. Pour le coup. Ah oui. Pour moi, ça paraît beaucoup plus simple que Max Holloway. Ah oui. Moi, je pense qu'Holloway, il va faire quelque chose dans cette KT. Il va falloir en parler très rapidement. On va attendre de voir ce combat, mais avec un peu plus de masse musculaire, les progrès qu'il fait, malgré qu'il y reste très jeune, hein, mais il est rentré à l'UFC tellement tôt qu'en fait, tu as l'impression qu'il est rincé, quoi. Mais son âge, les progrès qu'il a fait là sur les 2-3 derniers combats, la maturité physique qu'il peut avoir et le gain de puissance qu'il peut générer, ça, avec ce qu'il a fait contre Gaethje, moi je le vois vraiment devenir un contender de cette division. Il en a parlé ces derniers jours. Il a dit c'est pas Topuria qui frappe le plus fort que j'ai eu. Je crois que c'est Gaethje qui l'a dit, qui m'a frappé le plus fort. Je pense qu'il a très très envie de retrouver Topuria, mais à 155 et pas en s'étant tué à faire le poids pour faire 145. On oublie trop aussi parce que les KO de Topuria font qu'on est émerveillé par ce mec-là. Il combat très bien, hein, Max, jusqu'au KO. Il fait un très bon combat. Il fait le boulot. Oui. Il sait faire le boulot et sa boxe elle est au rendez-vous contre Topuria. À 155 avec un corps mieux adapté. Moi, je veux voir. J'ai très envie de voir ça. Moi, je veux voir. Et il est 5e de la KT aujourd'hui, Max. C'est-à-dire que tu gagnes là un autre combat. Il fait carrément une dinguerie là. Encore un, peut-être. Ouais, tu vois ce que je... Donc, on n'est pas loin d'avoir cette revanche chez les lightweight. Et celle-là, elle va m'intéresser fort. Je te jure. Les adieux, pour l'instant, c'est pas bon. Hein. Lauren Murphy, qui faisait son adieu la semaine dernière, ça perd. Je crois que les 4-5 mecs qui ont déposé les gants, c'était suite à une défaite. Hein. Et quand c'est annoncé, en plus, tu te mets une forme de pression, en fait. Tu vois. Donc, t'as raison, c'est compliqué quand même. Je demandais si le contexte pouvait jouer pour Poirier. Le KO qu'a pris Holloway, on te rappelle, c'est le premier de sa carrière qu'il a pris contre Topuria. Ça joue. On sait que tu n'es jamais le même quand tu prends un KO, mais tu vois,
j'ai pas l'impression. Moi, je pense qu'il est passé. Il est passé. Tu sais. En fait, quand je l'entends, j'ai la même impression que Ouais. que Moi, je toi. pense qu'il est passé. Tu passes. Alors, t'as toujours des rappels hein, quand t'as perdu, quand un mec t'a sonné. Mais non, vu sa dernière prestation, moi, je pense qu'il est passé outre. Tu parlais des adieux. Je voulais te faire une digression parenthèse. Tu te souviens de ton dernier combat pro? Ouais, très bien, mais sauf qu'au moment où je l'ai fait, je savais pas que ce serait le dernier. J'allais te demander ça. Tu le savais pas? Non. Problème médical qui a fait que Ouais. t'as pas pu poursuivre. En fait, c'était une victoire. Et derrière, à la base, pour la rear neck choke, ouais, soumission. J'en ai mis 6. Mais ce que j'ai au Luctor Cash Fight. À la base, j'y allais pour Thibaut Colloy, qui lui est toujours en activité. Tu vois, les années ne font rien sur lui. Il a encore gagné il y a pas très longtemps à Montpellier. Et en fait, le main event s'est cassé la gueule et je l'ai rattrapé en quelques jours, tu vois. Mais au moment où je l'ai fait, du nom de l'adversaire? Je l'ai. C'était Jawad El Biari, si je dis pas de bêtises, qui avait été champion au Raja en Muay Thai, tu vois, un champion du monde de Muay. Et c'était pour la petite anecdote, le 11 juillet 2015. Ah bah ça, tu vois, on est quasi 10 ans jour pour jour après ton dernier combat. Mais au moment où je l'ai fait, je pensais pas que c'était le dernier. Après, la santé a fait que. Écoute, il y en aura peut-être un autre. Sors de ta retraite comme les plus grands, comme John Jones. T'avais autre chose à dire un peu sur le combat en lui-même? Mais vraiment, très intéressant à regarder. Pour moi, il a une double entrée, ce combat. Un, c'est les adieux d'une légende. Deux, ça va vraiment nous permettre de voir le positionnement de Max dans cette KT. Et à mon avis, il va vraiment falloir... surtout, vu le champion actuel. C'est-à-dire que si c'était toujours Islam, j'aurais pas été plus hypé que ça parce que pour moi, la lutte d'Islam faisait que Max... j'étais pas sûr que Max puisse contrer. Là, sur un mec qui échange, qui peut se faire toucher, je pense que Max peut faire une dinguerie dans les années qui viennent. Ouais, je te suis assez. Là, dernier point sur ce combat, on l'a même pas dit, enfin on l'a dit dans l'intro, mais il y a la ceinture BMF en jeu, puisque c'est Holloway l'avait pris contre Gedji, qu'il avait pris contre Poirier d'ailleurs dans le 2. On s'en fiche, enfin, on va être clair. Moi, s'il l'arrête demain, je m'en fous. Je trouvais ça rigolo que c'était The Rock qui la donne. Là, je sais pas qui va la donner. Pour le premier, il y avait un truc sympa. Mais après. Là, c'est plus bon. Après, je comprends. On n'est pas au catch. Hein. Enfin, tu vois, cette trilogie-là, enfin, ce triangle-là, un peu Holloway, Gedji, Poirier, je comprends que tu la mettes parce que c'est des mecs qui représentent ça pour l'UFC. Mais c'est devenu. C'est vraiment gimmick. Aujourd'hui, de toute façon, que ce soit ça ou même une intérimaire. On s'en fout un peu, c'est juste pour ça augmente leur paye, hein, ces messieurs. Pour le reste, pour moi, il n'y en a qu'une qui compte. Hein. Ouais, c'est la vraie. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, même Poirier, qui est souvent vu, tu seras d'accord, je pense, comme un des plus grands à n'avoir jamais été champion incontesté à l'UFC. Parce qu'il a eu que l'intérimaire, Poirier. Que l'intérim contre Holloway. C'est le deuxième combat contre Holloway où il l'apprend. Tu vois, ça va pas lui enlever ce. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'il prend la ceinture BMF qu'il va se dire j'ai vraiment été champion à l'UFC. Non, c'est plus gimmick. C'est un jubilé. Vraiment, le nom, c'est vraiment le parallèle du football. Pour moi, c'est un jubilé. C'est le jubilé Poirier. Le jubilé, normalement, tu t'amuses au foot. Tu fais des jongles. Là, c'est la bagarre quand même. C'est la différence entre un jubilé de foot et un jubilé de MMA. À mon avis, sur un brancard à l'hôpital à 23h. Hein, mais c'est le jubilé qu'ils ont choisi. Mais c'est le MMA, ça. Tu vois, c'est peut-être ça la fin d'un jubilé au MMA. Les deux à l'hôpital avec les photos qu'ils font parfois, le petit selfie. On est bien tous ensemble. En tout cas, tu sais qu'il y a du respect entre les deux. C'est des mecs, des légendes. Ils vont se tuer dans la cage, mais ce sera très bon enfant. Ça restera une trilogie qu'on racontait, tu vois. Non, moi, j'aime 13 ans d'écart entre le premier et le deuxième. On l'avait dit, le premier c'est 143, le deuxième 236, là 310. Ces mecs-là sont des légendes qui ont vécu. Le main event, je le trouve extrêmement fun et je vais le regarder avec beaucoup, beaucoup d'intention. Ouais, je pense qu'on prendra plaisir vraiment à voir ce combat-là entre Dustin Poirier et Max Holloway. Puis trop une légende pour rater sa dernière. Clairement, il va falloir être devant son écran. Le co-main event, on descend tout de suite quand même d'un cran au niveau intérêt. Hein. Et un cran, je suis gentil. Hein. Paulo Costa, le Brésilien, 2,60 la cote. Roman Kopylov, le Russe, 1,36 la cote. Bon. Costa, on l'a laissé, que je te mette du contexte avant que tu prennes la parole, on l'a laissé sur Strickland, c'était il y a plus d'un an déjà, sa performance contre Strickland qui a été ultra décevante, on va pas se mentir. Les cotes de Paris, déjà, elles reflètent là un bilan. Ouais. T'as Costa qui est sur 4 défaites sur ses 5 derniers combats. Dynamique. Ouais. Et t'as Kopylov qui est sur 6-1 à l'UFC. C'est-à-dire 6 victoires, 1 défaite sur ses 7 derniers. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que la plus grosse victoire de Kopylov, c'est Chris Curtis. Voilà, il n'y a que ça qui me gêne. Tu me mets la même dynamique, tu mets un 6-1 à l'UFC avec, ceux qui se battent en prélim, par exemple, Brendan Allen ou Vettori, il y a ces deux autres noms, je te dis, ah ouais, j'ai envie de voir Kopylov. Là, je pense que, ouais, je sais pas, en fait, ça va dépendre. Là, sur celui-là, tu vois, si on doit donner des tips de Paris, genre, je dis, faites pas.
Je sais pas. Ça dépend du secret de Juice de Costa. Ça dépend Moi, j'ai l'impression il a plus envie mentalement de s'entraîner. En fait, c'est ça. Tu vois, ils ont à peu près le même âge, à peu près la même expérience qu'âge, mais je pense qu'il y en a un des deux qui prend sa carrière beaucoup plus de sérieux en ce moment que l'autre, quoi. Costa, il est plus dedans. Il n'a pas pris de gros KO, Costa, mais je pense que les défaites successives qu'il a pris font que il y croit plus. Il fait ça pour le money fight, en fait. C'était hyper décevant contre Strickland. Enfin, tu vois, il a pas montré grand chose. On sait, il a des qualités de boxe. Hein. Costa, il est pas arrivé non plus là par hasard. Il s'est fait terminer que par Izzy, je crois, par Adesanya. Il est capable de bien contrer. Ça fait partie de ces mecs qui ont besoin d'avoir un gros physique. C'est-à-dire que tu sais, t'as des mecs qui peuvent y aller en demi-couteau parce qu'ils sont tellement à une richesse technique où le match-up fait que ça les avantage qu'ils peuvent y aller. Là, c'est un mec qui frappe fort, mais il est très musculeux pour la KT. On sait qu'il fait des rebonds où il dépasse les 95-96 kilos le lendemain. Et ça, pour que tout soit aligné pour Costa, il faut qu'il y ait eu de la souffrance et un très gros training camp. Or, il les fait plus. Et c'est pas le technicien. C'est pas un technicien ni en lutte, ni en boxe. Donc, s'il n'y a pas ce gap physique, il n'y a rien. En boxe, il va plutôt chercher à contrer, mais il prend beaucoup de coups. C'est aussi Costa. Et pour le coup, Kopylov, ça frappe. Enfin, tu vois, beaucoup de KO. Il est dur. C'est un dur au mal. J'imagine bien Kopylov le mettre KO, par exemple. Si on voit un Costa mal préparé, ça fait pas un round. Après, si c'est bien préparé, il peut faire la diff. Hein. Il a les capacités totalement. pour le faire. Mais en fait, il peut aller chercher une décision, tu vois, en faisant. Il n'y a rien son sur combat. les réseaux. Et en fait, c'est un mec qui a sa propre équipe. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand les mecs s'entraînent chez Fighting Nurse, à l'ATT, tout ça, en fouinant un peu, tu peux voir le degré de prépa avec qui ils ont fait le camp. Tu vois, tu as des infos qui peuvent s'avérer solides. Là, c'est Tim Borrachinha, on sait rien du tout. Est-ce qu'il est blessé, pas blessé, tu vois, on ne sait rien. Donc, prudent sur ce combat, puis on verra bien, mais j'attends rien de ce combat, moi. Kopylov plus rapide aussi, il a un jeu de kick. Ouais, mais je te dis, contre Curtis, c'était... Oui, il a un petit jeu de kick qui est... Il strike propre, vraiment. Tu vois, quitte à mettre des quelques avantages, je les mets quand même beaucoup sur Kopylov. Ah, mais là, clairement, la dynamique fait que c'est juste l'adversaire. Si t'as un Costa qui est au même niveau qu'il a été par le passé, ça peut suffire. Mais si je vais utiliser un terme un peu méchant, mais si c'est la loque démotivée qu'on a vu ces 2-3 derniers combats, il se fait rouler dessus. Strickland, il y avait des mèmes sur les réseaux sociaux, même en accélérant le combat, tu t'embêtais devant. Quoi. Enfin, c'était cata, vraiment. À voir s'il a envie de rebondir ou pas. Je crois qu'il est pas si vieux, il fait quoi, 34, hein, je crois. Ouais, c'est ça, exactement, puisqu'ils ont le même âge. Mais, et puis tu sens, voilà, c'est un autre, tu l'as dit, Secret Juice, c'est un personnage. Donc il a réussi à bien vendre son personnage. Si t'avais pas tout le personnage à côté, je pense pas que Paulo Costa mérite un common event de pay-per-view, Aldric. J'allais te dire, à choisir, moi je préfère le Brendan Allen, Marvin Vettori. Hein. Bah, pas loin, ouais. Tu vois mais loin. sans aucune discussion. Ouais. Même si on sait qu'on verra pas du striking de très haut niveau, mais je préfère. Ouais, mais je suis pas loin de te dire. Je pense que ces noms-là vont plus sonner dans la division dans le futur. Ils vont revenir, que ce soit Marvin ou Brendan. Que Paulo Costa. Et je te dis, sans le personnage, pour moi, c'est pas du tout un mec qui mériterait de faire common event d'un pay-per-view. Ce qui est le cas là pour cette UFC 318. C'est plus du tout le niveau. Quand tu vois que les autres ils sont en prélim, c'est un scandale en vrai. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est vrai que pour le coup, c'est un scandale. Le Vettori Allen en prélim, c'est un choix. Hein. C'est un vrai choix. Mais c'est comme ça. Troisième combat dont on voulait parler sur cette carte-là, c'est Dan Ige contre Patricio Freire, Pitbull, le Brésilien qui vient d'arriver à l'UFC, son deuxième combat. Dan Ige 1,43, Patricio Freire, Pitbull 2,40. La cote. Voilà, après, en fait, c'est assez simple. T'as raison d'avoir zappé Hollande Rodriguez, que moi j'avais marqué sur ma fiche sans intérêt, qui était devant sur la. Si je te dirais un mot sur Hollande Rodriguez, mais c'est pas sur tout ça, c'est parce qu'il y a une stat quand même qui est très étonnante, pas très étonnante, mais marrante. En fait, les codes pour moi sont logiques parce que quel Pitbull enfin tu vois, on reverra plus. Faut pas se mentir, on reverra plus le Pitbull Prime. Non mais là c'est intéressant. C'est sans doute le meilleur combattant de l'histoire du Bellator. Bien que tu parles de Dan Ige pour Morgan tout à l'heure aussi, parce qu'en fait Dan Ige perd. Ah, ça, c'est une certitude. Mais il ne perd que contre l'élite. Tu regardes ses défaites, c'est que des mecs forts et que des mecs qui ont avancé dans le classement. Et il se fait jamais finir, que des décisions. Donc, c'est intéressant. Pitbull, bon, bah voilà, premier combat à l'UFC, on lui a donné peut-être trop. Yair Rodriguez, c'est 314. Donc là, ça va permettre de resituer Pitbull.
tu vois. On va voir. Est-ce qu'il est capable de faire gatekeeper un peu, tu vois, du top 15? Donc ça, c'est ce que fait un peu Danny Gue, pour être honnête, tu vois, maintenant. C'est, tu passes Danny Gue, tu as un peu d'avenir dans la division, tu passes pas, tu végètes autour de ce... Est-ce que ça peut pas être lui? Ouais. Est-ce qu'on peut pas avoir dans 2 combats un Morgan qui prend un pitbull, ouais, par exemple? C'est ça. Ouais. Donc, on va voir son niveau par rapport au mec qui garde le temple du top 15 de la division. 38 ans. En fait, ouais, moi, je te l'ai dit, j'espère qu'il me fasse mentir, hein, parce que Pitbull, c'était un combattant extraordinaire au Bellator, mais j'y crois pas. Non. Je crois pas que tu peux retrouver le Pitbull Prime qu'on voyait champion dans plusieurs divisions au Bellator. Là, au moins, le combat a du sens, et on verra un petit peu... Est-ce que c'est la dernière de Pitbull, tu crois? Moi, je pense que si ça perd, c'est la dernière ou l'avant-dernière. Ils vont pas, même si c'est une star, ils l'ont fait pour montrer. En fait, tu sais, il y a toujours, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de guet-apens quand même. Ils ont essayé de les faire à René de Rieder. Ils les ont fait à quasiment tous les mecs du Bellator. On vous montre qui vous êtes vraiment. Exactement. Ouais. Ils ont essayé de le faire à Pico. Parce que là, par contre, Evloev, il l'aime pas pour le titre, mais il l'aimait bien pour... D'ailleurs, le combat, t'as vu qu'il a cancel. Hein. On peut pas citer Pachimix. Ils l'ont fait à Pachimix, tu vois. Et du coup, quand tu regardes bien, il y a très peu de ces nouveaux arrivants qui sont capables de performer. Et là, moi, je me dis qu'ils ont déjà fait leur petite démonstration et que si ça perd contre Igueux, ils en feront peut-être un 3e et cut. Tu verras, ils hésiteront pas. Parce que ça reste, Igueux, il est toujours classé, hein. Il est 11e à 145. Donc pour l'instant, ils le mettent dans les combats contre le top 15. Tu vois, ils montrent, si tu peux battre ces mecs-là, montre-nous et on peut potentiellement te faire un run. Je pense qu'en effet, c'est trop tard et qu'ils savent ce qu'ils font un peu là-dedans. Moi, je pense que tu verras, si il perd celui-là contre Dan Igueux, il en fait encore un et basta. Alors, moi, je ne comprendrai jamais, parce qu'en plus, il a pris sa retraite à Montréal. On était là tous les deux dans la salle. Je ne comprendrai jamais que tu n'aies pas fait José Aldo Pitbull à Rio. C'est vrai que ça aurait eu du sens. Ces 2 stars brésiliennes, tu vois, ça faisait sens, les 2 anciens. Je ne comprends pas. Et même pour Aldo, c'était un meilleur combat pour finir, je trouve. Grave. Parce que là, je te dis, moi, je veux rien dire de ton José Aldo, mais moi, tu sais que j'aime bien Firas Zahabi et son frère. Le plan, déjà, de prévenir dans la nuit du cut qu'il ferait pas le poids et de rajouter 5 kilos à Iman Zahabi, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas trouvé ça très smart pour un champion comme ça. Pas classe, même. Et du coup, oui, le combat est bien. Et peut-être même qu'il mérite la victoire ou peut-être pas. Mais la fin est je suis d'accord. Pas hyper noble. Et là, peu importe, tu vois, tu fais Pitbull Aldo. Bah, peu importe ce qui se passe, en fait. Tu sais que tu as une grande fête. C'est la fin de carrière beaucoup des mieux. deux. C'était beaucoup mieux. Ça, c'est des trucs de matchmaking que je comprendrai jamais. Engagez-moi, s'il vous plaît. On avait Kevin Holland, donc Daniel Rodriguez. Moi, j'ai mis sans intérêt, mais allez, quelle stat tu vas me sortir? Non, la stat, c'est juste marrant. On est au mois de juillet, Aldric. Ouais. C'est le 4e combat de l'année de Kevin Holland. C'est le 4e, c'est un délire. C'est intéressant. Et il navigue entre Middle et Walter en plus. C'est son 6e en 13 mois. Non mais ça c'est un ouf. C'est absolument délirant quand même comme rythme. 4 en 7 mois, il aura fait. Après, il gagne, il demande un combat, il lui donne. Ouais. Bon là, j'ai pas très bien compris l'intérêt. Honnêtement, je sais pas quel intérêt il y a. Non, je vois pas. Il est d'ailleurs ultra favori, Kevin Holland, pour le coup. On peut donner les cotes. Kevin Holland, c'est 1,18. Daniel Rodriguez, c'est 3,80. Franchement, à part si Kevin Holland se lance dans une bataille de striking un peu à la con, pour parler franco. Non, parce que je le trouve mieux dans ses game plans, tu vois, là. Oui, moi aussi, malgré le fait qu'il est installé à l'UFC, je sais pas son combienième combat c'est, je le trouve beaucoup plus concerné par ses game plans depuis quelques combats, tu vois. Je suis assez d'accord, et c'est pour ça que je le vois pas, en fait. Tu vois, il faudrait qu'il fasse un combat bête contre Rodriguez, que Rodriguez réussisse à le toucher avec les qualités qu'il a un peu en striking. Je vois pas Holland faire ça. Donc je vois pas, non, je vois pas un intérêt des masses. Pareil. Ce combat est en main card? Oui. Je comprends pas, en fait. Oui. Alors que je sais pas. T'as aussi Michael Johnson, Daniel Zelouber. Ouais, Daniel Zelouber, le Mexicain. Ouais, en main card. Alors pourquoi pas pour Zelouber, mais tu vois, et puis Michael Johnson, c'est un peu un nom aussi. Non, mais si on juste mettre un coup de balai vite fait sur la prélim. Alors, Johnson, il ouvre la main card, si je dis pas de bêtises, contre Zelouber. Vinicius Oliveira. Ouais, mais oui. Alors ça, par contre... Kyler Phillips, Vinicius Oliveira. C'est le combat que j'ai noté en prélim. Ça, c'est un combat de dingue. C'est un combat de ouf. Et surtout que Vinicius, il est 3-0 à l'UFC, un seul KO ou un finish, je sais plus, de décision, mais 3-0. Si on compte le Dana White Contender, ça fait 4. Il a eu un run quasi parfait à l'UA Warrior avec juste une seule défaite, mais qui était vraiment un accident. Il progresse à chaque sortie. Il a un athlétisme de fou pour la KT. KT Bantamweight, il te rappelle, 135. Il est hyper costaud. Il est hyper costaud pour la KT. Moi, puis le match. Il est jeune, hein. Je crois qu'il a 29 ans. Kyler Phillips et tout. C'est très cool comme combat. Et tu sais qu'à mon avis, celui qui passe, ils vont lui mettre un gros challenge derrière. Ouais, je pense aussi. En tout cas, ça pourrait ressembler à ça et ça serait mérité pour le coup. Ouais. Et tu vois, on a le même bonbon sur les prélims tous les deux. Franchement, oui. Après, bien sûr. Moi, j'ai noté Vettori Allen, bien sûr, t'es obligé de le noter parce que pour une prélim, ça va. Attention aux perdants. Ouais, Vettori notamment.
Attention perdant. Vettori, il est quand même sur une pente Ouais. qui est pas bonne du tout. Hein. Depuis, il était un peu à son pic jusqu'à ce qu'il affronte Whittaker à Paris. Depuis, ça descend quand même assez. Et en fait, c'était il y a 3 ans. Si c'est Brendan Allen qui perd, c'est moins grave, t'as raison. Parce qu'il a perdre contre Nassourdine n'est pas très grave, tu vois, dans l'absolu. Je pense qu'il y en aura beaucoup dans le monde qui vont perdre contre Nassourdine. Mais Vettori, moi, je pense qu'ils peuvent. Alors, ils ont toujours besoin de grosses têtes, de grosses figures européennes, notamment sur l'Italie, qui est un marché qui commence à sortir. On sait que le Cage Warrior, il va souvent. Mais à mon avis, ça risque d'être compliqué quand même pour la suite s'il perd. Ouais, je suis assez d'accord avec mais toi. attends, moi, il y en a plein qui m'intéressent. Et tu t'es noté Ateba Gauthier Ateba Gauthier, Robert Valentin, qui ont été sur le chemin de Virgil Hogan, notamment Robert qui devait l'affronter à l'Ares. Et deuxième combat pour le Camerounais, qui a commencé par une victoire à l'UFC, donc on va suivre ça fort aussi. Ouais. Dulatov. Dulatov qui est énorme aussi, qui est un très très gros prospect européen. En fait, rappelle-moi le match-up parce que je l'ai pas noté sur mon conducteur. C'est Adam Fugil. Ok. Ouais. C'est pas complètement fou, mais ils le font monter tranquille. Je crois que c'est son. Attends, je vérifie. Mais en effet, je l'avais noté qu'il était dessus. Ouais. C'est son deuxième combat à l'UFC, à Dulatov, mais non, ou son premier après les Dana White Contender, je crois. Mais c'est un gros prospect. Ouais, c'est quelqu'un à observer, en tout cas. Ouais. Non, mais du coup, après, on s'arrête là. Mais ça se regarde. À la limite, je vais te dire, la prélim me plaît presque plus que le début de la main card. Je vois ce que tu veux dire, totalement. Mais en fait, c'est plus ça. Il y a des choses à regarder. Il y a des trucs. C'était plus ce qu'on disait au début. C'était plus que. Bon, on sait sur quoi l'affiche est fait, quoi. C'est juste de mettre le nom de Dustin Poirier dernière. Mais il y a 2-3 trucs sur lesquels on pourra revenir, parce que je te dis, Islam Dulatov, c'est quand même un gros prospect de la KT. Ils me font penser un peu à la famille Boifia, les Dulatov, parce qu'ils sont aussi 4 ou 5, que des Golgoth. C'est une famille de Tchétchènes immigrés en Allemagne, une famille d'Algériens immigrés dans le nord de la France, mais ils me font penser un peu au même. Ils font du mannequinat les deux. On sait que Dulatov, il a fait des défilés, je crois, pour Armani et Ilian aussi. Donc tu vois, il y a beaucoup de parallèles. Il y a des parallèles. Ouais. Mais très gros prospect, Islam Dulatov, que je vais regarder avec intérêt aussi. On a fait le tour de cette UFC 318, Aldric. Plus grand chose à dire derrière. Non. Quelques news UFC avant de passer à notre dernière preview qui sera le PFL Africa, on ira un peu plus vite, mais il y a quelques petites choses à dire aussi. Les premières news, c'est les nouveaux combats annoncés pour Paris depuis la semaine dernière et notre dernier Aldric Enerby. On est à 10 combats désormais sur la carte de l'UFC Paris. On rappelle le 6 septembre à Accor Arena. William Gomis d'abord contre Robert Ruchala. L'ancien champion, on le connaît en France, puisque l'ancien champion intérimaire. Qui avait perdu contre 2 Saladin, fois du KSW, dont la seule défaite, c'est Saladin. Pour ceux qui ne se souviennent pas du combat, vous vous souviendrez du finish, c'est le soccer kick au corps que met Saladin. Je pense que tout le monde là, si vous avez suivi les combats de Saladin. Donc, il va retrouver William Gomis à Paris. Pas un cadeau pour William. Non. Beau combat, c'est les débuts de Ruchala, il fait partie de la nouvelle vague de signatures à l'UFC. On va aussi parler du combat de Fares, mais déjà sur William, ton petit avis sur ce combat-là. Toujours compliqué de voir un mec qui a fait 5 combats à l'UFC prendre un newcomer, mais en termes de niveau, ça a du sens parce que c'est un mec connu. 11-1 en carrière, sa seule défaite, on dit c'est ça là. Ouais, perdre contre Saladin, c'est pareil que perdre contre Nassourdine. C'est presque on devrait les enlever, ces défaites, elle les mettre à part. Donc sur le papier, c'est un beau combat. Alors, qu'on se méprenne pas, je connais bien Salah, donc je sais qu'il sera devant son écran à fond derrière William Gomis. C'est évident, parce qu'ils se connaissent bien. Mais tu te dis, intérieurement, t'es Salah, tu te dis pas devant l'écran, si jamais Ruchala le bat, bon, au moins tous les mecs qui me disent t'affrontes que des plombs, tu vois, les mecs qui se moquent des mecs du KSW, au moins je peux leur remettre dans la tête, vous voyez bien, tu vois. Tu crois qu'intérieurement, dans le fond, il peut se dire quand même. Pas vraiment comme ça. Après, c'est vrai que ces critiques, elles sont infondées sur le niveau UFC. Elles ne sont fondées que, en fait, quand tu dis Saladin, il prend que des plombiers, tu dis n'importe quoi. Quand tu dis Saladin, il pourrait être champion de l'UFC, là, on te dit, ok, j'ai besoin d'un step-up juste pour le voir contre un mec du top 3 mondial. C'est la seule interrogation. Sinon, que Saladin Parnasse est un tueur à gages, je pense que même la twittosphère, que je n'aime pas beaucoup, que je n'apprécie pas beaucoup pour être honnête, le sait. Et je veux dire, est-ce que Saladin il est top 15 UFC? Oui. Et là, par contre, je mets ma maison sur Winamax. Par contre, voilà, des fois, on s'interroge sur Volka ou Ilia à 70, parce qu'il est classé dans les deux. Là, on te dit, OK, voyons voir un step-up, mais il y a rien qui laisse à penser qu'il a pas sa place sur toutes les fight nights de l'UFC, quoi. Non, je disais ça en rigolant, mais on sera moi le premier, on sera tous derrière William, et je pense que William peut le faire. Il a les qualités pour battre Ruchala, mais ça va vous montrer à tous ceux qui jugent comme ça les fighters juste par l'organisation qui viennent, ça va vous montrer que c'est pas parce que t'es à l'UFC que t'es bon, et inversement. Il y a des mecs meilleurs que des mecs de l'UFC à l'extérieur.
et inversement. Ouais. Tu peux tout retrouver. Et le niveau d'un mec comme ça, là, voilà, c'est du niveau, comme tu dis, des meilleurs de la planète, peu importe où on est. Deuxième combat qui a été, en tout cas, c'est un beau combat. Ouais. Le Gomis Ruchala, c'est cool. Comme ajout sur la carte, c'est cool. Globalement, on dit, elle manque un peu plus de français par rapport aux années d'avant, mais il y a des match-ups sympas sur cette UFC. Bien sûr. On va se régaler devant en termes de qualité de combat. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et le deuxième annoncé, c'est notre Fares Diam, contre le Brésilien Caio Fernandes. Là, moi, je t'avoue, j'ai poussé un coup de gueule sur le Twitter que t'aimes pas. Moi, j'ai gueulé quand même. Je sais que c'est un combattant hyper dangereux. Fernandez, qui a notamment, il a roulé sur Gouram Kutateladze. Ouais. Vraiment. Mais donc, le combat va être fun. C'est un bon combattant qui est face à Fares. Mais bordel. 5 victoires de suite. Il est 95e mondial Fight Matrix Fernandez. Ça reflète pas son niveau. Je pense qu'il est d'un niveau supérieur à ça. Mais vous allez respecter Fares à un moment? Ou alors personne n'a voulu venir à Paris. Ça, c'est une question. Un autre débat. Je pense que l'UFC vraiment le respecte et qu'il le voit, il commence vraiment à le voir comme un très très gros prospect. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que regarde la difficulté, on n'a toujours pas d'adversaire pour Benoît. Et ça veut juste dire que c'est compliqué. Je veux dire, on sait que les Américains, ils sont dans un confort. Où ils sont à 3 heures où ils prennent l'avion maximum à 3 heures de chez eux. Et moi, j'avais très peur, hein. Heureusement qu'à l'époque, Rose, elle a un peu ce côté aventurière, tu vois, elle avait dit que même elle voulait aller en Chine pour combattre. Et ça nous a bien servi parce que c'est pas facile de faire venir les stars. Et tu l'as eu une nouvelle preuve là, parce que t'as pas réussi à matcher Manon. Ouais, c'est ça, tu vois. On sait que c'est compliqué. Donc, je pense qu'ils y ont vraiment pensé et qu'après, ils se sont dit, bah, ok, on va faire prospect contre prospect. Pareil, tu vois, parce que c'est en fait 2 gros problèmes. Fares, j'en ai parlé sur Instagram, mais je le pense vraiment sincèrement. Est-ce que tu as vu quand même ce qu'a fait Mike Davis en prélim de l'UFC de Morgan? Une boucherie. Mike Davis, c'est fort, et Fares, il en a fait un grappleur. C'est-à-dire que Mike Davis, il s'est retrouvé à prendre la garde à la volée, comme dans les compétitions de jiu-jitsu brésilien où on tire le kimono, parce que Fares, c'est tellement dangereux. On lui a mis Herbert, qui est quand même un des seuls mecs à avoir sonné Ilia Topuria, ouais. Le mec, il l'a dominé. Fares est très respecté par l'UFC, sinon on lui mettrait pas ces noms-là. En plus, Herbert à domicile, on lui avait mis à l'époque. Donc, il a Frévola qui vient, qui sort à peine du top 15, enfin juste tu vois, donc il lui met le highlight KO de la soirée à Paris l'année dernière. Il a des perfs quand même. Je comprends, je vois l'idée que t'as qu'il le respecte en lui mettant des étapes et machin. Je pense que c'est juste compliqué de faire venir des stars à Paris. Et en effet, je peux imaginer que si t'es fin de top 15, c'est un Grand Dawson ou entre 15 et 20, si tu l'as regardé combattre, t'es peut-être pas hyper volontaire pour aller à Paris. Décalage horaire, Fight Week, tu vois, il y a un ensemble de choses. T'es peut-être pas hyper chaud pour Fares à Paris. Attends, on va se parler franchement. Oui. Aujourd'hui, la France, c'est pas le meilleur endroit pour lequel tu dois venir pour te battre. Mais alors, est-ce que dans la peau, on sait qu'il est managé par Ali Abdelaziz, donc j'ai pas de leçon de management à lui donner à Ali, mais est-ce que dans la peau de son manager, là, tu dis pas à l'UFC, bon bah en fait, c'est pas grave qu'il fight à Paris, Fares. Mettez-le contre un top 15, tu vois, ou 15-20, sur une autre carte. Non, moi je pense que c'est intelligent le choix parce que Fares, là pour l'instant, il est encore. J'ai pas regardé sur ses réseaux sociaux parce que pour moi c'est secondaire. Mais je pense qu'il en est à un stade de sa carrière où il a besoin encore de générer des sponsors et que c'est important d'avoir une visibilité en France dans son pays en premier. Et que c'est le nerf de la guerre pour que ce mec puisse s'entraîner sérieusement et qu'il aille au bout de ses possibilités qui sont vraiment extrêmement ambitieuses. Il faut qu'il soit vu. Et s'il arrive à être 2e ou 3e combat de la main, intéressant, tu vois, parce que les gens le voient, il y a des chefs d'entreprise qui vont se rendre compte qu'il est à Lyon, que ça peut être un peu... Tu fais monter son image avec ça. Et même, tu vois, sa personnalité avec ses talents d'apiculteur et tout. Je pense vraiment que le fait que des gens s'intéressent à lui et le voient via quelques reportages, les films d'RMC et tout, pour moi, le run, il est bon de le mettre à Paris. Parce qu'en plus, il n'a pas combattu depuis longtemps. Tu vois, c'est pas comme Morgan où tu as une temporalité où tu dis, on prend des risques. Là, le mec n'a pas combattu depuis longtemps, il a un adversaire. Ok, ils ont fait prospect contre prospect, même si pour moi, le run de Fares, c'est mieux que celui de Caio. Caio reste très dangereux. Il kick très fort. Le combattant est très et le combat va être fun. J'ai aucun doute là-dessus. Le niveau de striking et la vitesse de déplacement de Fares contre l'explosivité et la puissance de kick de Caio, hyper intéressant. Par contre, alors je le dis depuis 2 combats, mais s'il fait ce que j'espère qu'il va faire, Fares à Paris, il l'aura, mais au State. Ouais, donnez-lui quoi. Il l'aura. Il l'aura sur moi mon avis. Hein.
il l'aura soit sur une carte de Riyad ou d'Abu Dhabi, soit sur une carte américaine. Mais il l'aura après son top 15. Et tu penses, j'ai aucune info là-dessus, hein, mais tu penses que, tu sais, on n'a pas encore le combat de Benoît, Fares, ça a mis longtemps à venir parce qu'on sait qu'ils cherchaient peut-être plus haut et qu'ils n'ont pas trouvé. Tu crois qu'ils leur ont proposé, le BSD Fares? J'ai zéro info. Non, je pense pas. Je pense pas. Ouais. On essaiera de se renseigner quand même, voir ça sortira sans doute au niveau. Et je pense vraiment que les chances qu'on voit Benoît contre un mec qui flirte avec le classement top 15 sont en train d'augmenter. Oui. Donc qui flirte, qui est pas dans le classement, mais qui flirte en haut. Ce serait le 11e combat qui serait annoncé quand le combat de Benoît, qui a confirmé qu'il serait sur la carte, sera annoncé. Je voulais te demander, Aldric, tout simplement, est-ce que tu penses qu'on en aura plus? Rappel, l'année dernière, il y en avait 14. La première année, c'était 12. Oui, pardon. Et la deuxième année, c'était 11. Donc, on a déjà vu des cartes à 11 à Paris. Là, on sera à 11 avec Benoît. On en aura plus, tu penses? Ouais. Pourquoi? Parce que le roster de l'UFC est full. Donc, il faut qu'ils exploitent au maximum les cartes. Tu vois, en ce moment, on voit beaucoup de combats sur les cartes quand même. Donc, je pense que, compte tenu du fait qu'ils sont largement au-dessus des 750 fighters signés, ils vont charger encore un peu. Ok, je t'entends. Donc, on aura d'autres surprises et combats à venir. Donc, je pense vraiment. On parlait de Fares contre Fernandez. Il vient du LFA. Il est passé par le LFA et ça permet de rebondir sur une news rapide. Le LFA, donc la promotion, l'organisation américaine, qui est un beau tremplin pour l'UFC. Beaucoup de gens sont passés du LFA à l'UFC, parce que c'était pas Ménard ou Shelby qui était matchmaker. C'était Ménard. Dès que tu as fini, je te fais un peu de contexte. Ils feront leur premier événement européen à Tenerife, en Espagne, le 27 septembre. Gros week-end, parce que nous, il y aura le PFL Nantes du côté de la France. Et donc à Tenerife, le LFA qui arrive en Europe. Elle est assez simple, ma question. Est-ce qu'on n'est pas là sur une superbe opportunité pour les combattants européens si tu veux aller à l'UFC, est-ce que c'est pas une promotion dans laquelle il faut signer? Alors, le LFA, déjà la stat. Avant de parler de Mick Ménard et de Ed Suarez, on va parler un petit peu de quelques trucs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais d'abord, la stat la plus folle. 300 événements depuis 2017 que ça a été créé. C'était en fait la fusion de deux orgas. Et surtout, la plus importante, 150 combattants signés à l'UFC. Celle-là, la stat, elle est dingue. C'est fou. C'est le plus gros tremplin aujourd'hui de l'UFC. 150 combattants signés. Les noms, je t'en ai signé quelques-uns. Je t'en ai cité quelques-uns. Moreno, Hollande, Grasso, Macy Barber et Grégory Rodriguez, aka Robocop. Ouais, en plus des noms qui comptent. Ouais. Le dernier en date, ça lui a pas porté chance, Tadison Texera, suite au LFA Brésil. Vite fait, c'est la fusion entre le Legacy FC, qui était une organisation de Houston, créée par Mick Manard. Et pour ceux qui savent pas qui est Ed Suarez, qui était le propriétaire, lui, de RFA, c'était le manager historique d'Anderson Silva. Donc, ils ont fusionné. Et puis, on comprend les connexions avec l'UFC direct. C'est évident. Et donc, Mick a démarré la fusion, mais il s'est retiré de l'affaire parce qu'il a remplacé à l'époque Joe Silva, le matchmaker historique de l'UFC, pour entrer à la direction des opérations de l'UFC de recrutement. Et donc, aujourd'hui, c'est un autre matchmaker. Je vous ai noté le nom. Marc Bierry, qui est aujourd'hui le matchmaker de cette organisation. Et donc là, toi, je te demande même au manager et au coach, là, mais si tu avais des combattants qui avaient possibilité de signer là, tu les ferais signer direct? Enfin, tu vois, des gens qui ont l'objectif UFC. Je peux pas te donner le nom, mais je parle d'un des athlètes du Boxing Squad avec lui pour Tenerife. Il y a un vrai intérêt à signer avec eux. Il y a une très grosse visibilité, c'est sur le Fight Pass. L'événement d'Espagne, il est historique. Donc si t'as un mec qui est pas engagé, qui est libre de contrat et qui peut être sur cette carte, même si les conditions sont pas ouf. En fait, là où c'est intéressant, c'est que quoi qu'il arrive, l'Espagne, ils vont faire peut-être un deuxième. Mais si tu plais à l'organisation, tu as ton visa de travail et tu peux aller combattre à Vegas. En sachant que le matchmaker de l'UFC, même s'il est plus le patron de l'organisation, Mick, il a un œil très attentif sur ça. Et c'est aujourd'hui le plus gros tremplin de l'UFC. Donc oui, c'est un très gros événement où il faut être, si t'es pas engagé, avec une orga européenne connue. Et très intéressant de voir est-ce qu'ils vont en refaire plus en Espagne? Est-ce qu'ils vont aller dans d'autres pays en Europe? Au Brésil, ils ont fait 2 ans. Est-ce qu'ils vont venir en France, tu vois, à un moment? Au Brésil, ils ont fait 2023, 2024, 2025. Pour être totalement honnête, je pense qu'ils sont pas super satisfaits de leur campagne brésilienne, puisqu'au final, il y a un seul mec qui a signé. Donc, c'est ce que je te disais en ce moment. Les Brésiliens, en fait, il y a une fuite des talents. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que
Du jungle fight, ça va souvent aux États-Unis derrière. Donc, ou en Europe d'ailleurs. Donc, c'est pas un franc succès, hein, finalement, ces 3 années de LFA. Je crois qu'ils ont fait 4 events. Au final, un seul prospect qui est passé par le Dana White. Donc, je pense qu'ils sont en train de peut-être changer un peu leur fusil d'épaule et qu'ils vont aller voir ce qui se passe du côté de l'Europe. Ouais, parce qu'en plus, par rapport à ce qu'on s'était dit, nous, quand on parlait des 70, si tu investis ce marché européen avec la promesse d'être le tremplin plus sûr possible pour l'UFC, tu vas avoir du monde qui va taper à la porte. S'ils viennent en France... Ça peut être un game changer. Hein. Ouais, c'est arrivé. Je pense que ce soit Ares, Hexagon ou Cage Warrior, ça va être très mal vu. Mais c'est comme ça, t'as pas le choix. C'est le jeu. Après, le Cage Warrior, c'est un peu eux qui les ont chatouillés, j'ai envie de te dire. Les premiers à aller aux États-Unis, c'est eux. Hein. En Espagne, il y a WoW, il y a War, il y a plusieurs orgas espagnols. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien qui sort vraiment du lot. Hein, non, mais tu vois, c'est pareil. Ils vont se prendre une concurrence, mais c'est bien, au contraire. Moi, je voyais des mecs dire, je sais plus quel nom, je l'ai noté. Echer Sosa, qui est champion au WoW. Et les mecs disaient, va là-bas, va signer au LFA. Enfin, essaye de te montrer sur cette carte-là, parce que tu vas... Ta grosse visibilité. Ta carrière peut décoller. Après, il y a une très grosse visibilité parce que ça passe aux horaires américains, l'effet sur les chiffres du Fight Pass. Là, vu que ce sera aux horaires européens, à voir. Mais dans tous les cas, en tout cas, il y aura une vue des matchmakers de l'UFC, donc c'est ça le principal. Oui, bien sûr. T'es vu par les yeux. Et l'obtention l'obtention d'un visa hypothétique derrière, puisqu'on sait que l'événement d'après, ce sera forcément aux États-Unis. Donc, il y a une double valeur ajoutée. T'es vu par les yeux qui comptent. Ouais. C'est ça qui est important avec ce LFA. En tout cas, on en reparlera d'ici là quand ils viendront et quand on s'approchera de l'événement en septembre. Gros mois de septembre pour le MMA en France et en Europe. Hein. Vraiment. On aura beaucoup de choses à dire. Une news rapide, je te demande même pas de réagir pour le coup, mais ça m'a fait sourire. Tu sais, il y a ESPN, ils donnent leurs ESPYs chaque année au mois de juillet, donc c'est les awards du sport américain, et qui vont de juillet à juin. C'est pas sur une année civile normale, c'est une année, tu vois, comme une saison de foot un peu. Et tu sais que c'est Merab qui l'a eu. Il a eu combattant de l'année. Ok. Il y avait en nominé, il y avait Islam Makhachev, Dricus du Plessis, Merab, Kayla Harrison. Donc tu nomines pas Ilia Topuria quand il a mis KO Max Holloway et qu'il a pris une deuxième ceinture contre Charles Oliveira. Il y a des fois, je ne comprendrai jamais ce genre d'awards. Il est même pas nominé. Okay. Voilà, c'était parenthèse. Tu vois. Là, ta tête, je n'ai pas besoin de réagir plus que ça, non. Mais c'est pas parce que tu es le diffuseur américain du truc que... Quand j'ai vu ça... Mais tu sais, moi, j'écoute ce qu'ils font. C'est une critique. Hein. C'est très mainstream, mais c'est pas hyper pointu. Hein. Leur analyse et tout. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Super fan. En tout cas, pas de Ilia, apparemment. Il mérite pas d'être combattant de l'année. Bon, on verra pour l'année prochaine. Et on finit, rapidos. La preview du PFL Africa, c'est le premier. Ce sera samedi soir à Cape Town. C'est un gros week-end entre l'UFC. Il y a le PFL. En boxe, vous allez voir un Jabenouk cette semaine. Il y a Usyk Dubois, il y a le retour de Pacquiao, il y a Bam Rodriguez. C'est un week-end de fou furieux. Je vais avoir 4 écrans dans la nuit de samedi à dimanche. Aldric, ça va être n'importe quoi. Donc, c'est à Cape Town, Afrique du Sud. Johnny Eblen contre Costello Vance Tennis pour la ceinture des middleweights, toujours la ceinture du Bellator, hein, officiellement. Donc, ce sera le main event. Dakota Ditcheva contre Sumiko Inaba en co-main event et Eiji Maki également sur la carte contre Ahmed Magomedov, et des tournois à 135 et en poids lourd à 265 avec pas mal d'Africains partout et même 2 Français. Aldric, qu'est-ce qui t'intéresse le plus sur cette carte? Incontestablement Eblen Vancenis, parce que Eblen il est classé 6 sur Fight Matrix. Et d'ailleurs pour moi c'est le seul mec de cette catégorie middleweight qui méritait d'aller à l'UFC. Il a 16-0, il est invaincu. Sa fiche de nom battue commence à être intéressante puisqu'on a quand même Mouzazi, le frère de Edwards 2 fois, Ipaka Sangai. Donc, c'est pas inintéressant. Le truc là, c'est qu'il a jamais vraiment, à part Edwards, qui n'est pas non plus une star mondiale, tu vois. Mousasi, il était plutôt vieillissant quand il l'a battu. Donc, Edwards, il est surtout star par son frère. C'est ça, tu vois. Donc, ça manque un peu de gros noms pour voir son niveau. Et là, Costello Vancenis, je crois qu'il est 60e ou 80e mondial. C'est pas un gros nom, mais c'est un mec qui est solide debout et qui a un très gros grappling. C'est quand même il a battu, c'est celui qui a fait le vent flou à Greg Baben. Et franchement, moi, j'aurais toujours ce petit regret parce que dans une dimension différente, c'est peut-être Greg Baben qui affronte en Afrique du Sud Johnny Eblen. Ça aurait été tellement cool. Mais c'est comme pour le premier main event du PFL Afrique, ça aurait été cool. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Même si Baben, c'est un des meilleurs middleweight français et de très loin, c'est pas passé ce soir-là. Et c'est pas passé pourquoi? Parce que Vancenis n'est pas un striker, c'est aussi un très gros grappleur. Donc là, sur un mec comme Eblen qui mixe beaucoup, qui se sert de sa lutte et qui a un striking plutôt en puissance, le match-up est intéressant. Moi, je te suis sur ça. Je pense qu'Eblen, on commence quand même doucement à arriver sur ce moment où là, tu vas te dire, là, je
je veux plus qu'une seule chose, c'est le voir face au mec de l'UFC. Bah oui, s'il bat je veux là, voir quel est son niveau par rapport à eux. Ouais. T'as qui à mettre en face? Voilà. Faut arrêter, après, libérez-le, quoi. C'est aussi le problème de ces trucs-là, c'est que là, t'as envie qu'il passe le step. C'est un peu ce qu'on disait, tu vois, avec ça. Moi, je pense quand même qu'il est même pas top 10 à l'UFC, mais je veux voir. S'ils ont des meilleures offres, je comprends qu'ils restent où ils sont. C'est comme, tu vois, on pouvait avoir le débat sur Salah, machin. Mais t'arrives à des moments de la carrière où t'as envie de le voir face à l'élite. Tu veux le voir face à l'élite. Là, il est à son gars, je crois qu'il a 32 ou 33 aussi, c'est bon. C'est maintenant ou jamais. Bah ouais. Contrairement à Salah, tu vois, qui est beaucoup plus jeune. Mais attention, Vancenis, c'est fort. Vancenis, c'est fort. Donc, très intéressant à regarder. Qui tombe encore. Le co-main event, c'est Dakota Ditcheva. Moi, j'ai qu'une seule question à te poser, en fait, parce qu'elle est intéressante et qu'on la voit beaucoup passer sur Dakota Ditcheva. La star, hein, l'anglaise, c'est une des stars du PFL, vraiment. C'est quoi son... Parce qu'on voit passer, hein. Tu les as vus comme moi, passer les messages. Ditcheva, elle serait championne à l'UFC. Ditcheva, elle roule sur tout le monde, même à l'UFC. Vous n'êtes pas prêts, machin, machin. Ton œil de coach qui connaît quand même bien cette catégorie, pour avoir fait le dernier title shot, un rappel à Montréal, hein, contre Valentina, c'est quoi? Ça vaut quoi, Dakota Ditcheva? Aujourd'hui, tu la fous à l'UFC aujourd'hui, elle vaut quoi? Là, sans aucune discussion possible, top 5. Ça passe. Ça, c'est une certitude, parce qu'elle a quand même un niveau striking très élevé. Et on a, grâce au fait que Taila Santos a décroché un petit peu, ce point un petit peu d'accroche. Maintenant, je suis plus prudent. Je te dis pas title shot ou n'importe quoi, parce qu'en fait, elle a quand même battu une Santos qui ne s'entraînait plus aux États-Unis. D'ailleurs, elle a été un peu exclue de l'UFC pour ça, parce qu'il y avait des problèmes de visa pour ses coachs, ces trucs, ces ci, c'est là. Elle s'entraînait chez elle, Santos, quand elle l'a battue. Tu vois, dans son parking, quoi. Donc, c'est un peu compliqué de la situer sur le profil d'une très grosse lutteuse. Elle a fait des... En fait, c'est parce qu'elle est spectaculaire qu'elle met des finishes. Je sais que les gens s'enflamment un peu. Tu vois, là, pour l'instant, elle a battu des filles. À part Santos, c'était plutôt des seconds couteaux, mais qu'elle les a terminés, donc il n'y a rien à dire. Maintenant, on n'aura pas cette information avec Sumiko, très honnêtement, parce que pour te donner une idée, sa défaite, c'est contre Justin Kilhoz, qui est une strikeuse qui est vraiment 2 divisions en dessous de Ditcheva. Donc, je pense que ça, c'est un assassinat. On va avoir une exécution en live, mais tant qu'elle est au PFL, on verra pas autre chose. En fait, et là, elle, c'est même plus un problème qu'on arrive au moment de la carrière. Il n'y a pas assez de monde dans ces KT au PFL. Flyweight féminine au PFL, tu peux pas faire une carrière. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait leur star, donc ils vont pas la laisser partir tout de suite. Mais tu vois, t'as rien à prendre. En fait, t'as rien à lui proposer. Non. T'as rien à lui mettre sous la main. Mais on la verra. Terrible, hein. Je suis persuadé qu'on la verra. Elle va monter un petit peu son star power parce que mine de rien, le PFL est en train de faire un petit peu l'image de l'organisation. La connerie à faire, parce qu'il y en a une, ce serait d'aller prendre Cyborg, parce que pour l'argent, ils sont capables de lui faire, tu vois. Et je pense que ce serait une bêtise parce qu'elle est vraiment très, très costaud. Physiquement, c'est autre chose, ouais. Mais je pense qu'on la verra à l'UFC. Il doit lui rester 1 an et demi de contrat. Si ça a été bien fait par le PFL, je pense qu'on la verra à l'UFC d'ici 1 an et demi, ouais. Mais t'as raison. Au PFL, c'est les KT d'au-dessus où t'as des noms qui pourraient un peu être fun pour elle. Mais la dimension physique jouerait beaucoup. En fly, en tout cas. Elle fait 1m73, mais elle est quand même très longiligne, tu vois. Donc, pour le moment, je pense que c'est pas une bonne idée de monter. Et je pense que, ouais, incontestablement, un top 5, c'est sûr. Après, derrière, tu vois, l'intérêt, c'est une vraie grappleuse en pleine forme. Santos, elle a ça. Mais en pleine pas forme. au moment. Ouais, il faut que ce soit en pleine forme. Elle a inquiété Tchechenko, mais dès qu'elle a eu Blankfield en face, elle a perdu. Donc, pour le moment, Santos, c'est juste quelque chose qui la crédibilise pour moi dans un top 5. Pour ça, après, il faut voir dans la fatigue, dans l'effort, dans la défense de lutte, si ça grind souvent et à voir si elle garde la même énergie. Mais par contre, sur le striking, elle fait partie des meilleurs au monde, ça c'est incontestable. Ouais, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et il est efficace et puissant, son striking. Ouais. 2 questions très rapides sur ça aussi. Si quand le jour où elle arrive à l'UFC, que ce soit dans 6 mois, 1 an et demi, on vous la propose pour Manon. T'es chaud direct? Mais de toute façon, comme je te l'ai dit, que tu t'appelles Ali Abdelaziz ou Adri Kassata, tu négocies pas avec l'UFC. Ouais. Donc, s'ils veulent faire le fight, tu prends. Et parce que derrière, t'es pas viré si tu refuses. Mais la punition qu'est la tienne sur la date du prochain combat ou le temps qu'ils vont te laisser moisir, on va dire ça carrément comme ça, c'est une sentence, tu vois. Donc, tu prends et tu dis oui et tu signes. En fait, ce combat, il serait fun, je pense. Strikeuse contre strikeuse avec des ouvertures qui permettraient aussi à Manon de faire briller son striking. Ça pourrait être fun. Ça pourrait être. Et la deuxième question, t'as cité un des noms. Mais tu sais pourquoi je donne ces noms? Parce que tu sais que je suis jamais sûr de leur niveau vraiment. Ditcheva, c'est meilleur que Grasso et Blanchfield? Blanchfield, je sais pas. Parce qu'elle a quand même une dimension de lutte qui est exceptionnelle. Je pense qu'en striking, il y a match avec Grasso. Je pense que c'est meilleur que Grasso. Et que Ditcheva, en fait, c'est pas plus fort, mais je pense que Grasso se repose sur le fait que c'est pas fou la KT à l'UFC.
Mais c'est pas ça. Je veux dire, elle a quasiment le même physique qu'à 52. Donc, clairement, c'est une fille qui mesure 1m64. Si elle prend Ditcheva à 1m73, qui a en plus les armes vraiment pour contrer l'anglaise de Grasso. Elle a le reach et elle se sert très bien de ses genoux. Donc, je sais pas si c'est vraiment beaucoup moins fort, mais en tout cas, le match-up, il est totalement à l'avantage de Ditcheva. Elle passerait une sale soirée, Grasso. Je suis assez d'accord avec ça. Mais c'est pas que le niveau, c'est aussi le match-up. Tu vois ce que je veux dire ? Les armes de Grasso font que ce serait très, très compliqué contre une Ditcheva. Après, Blanchfield, elle a un meilleur match-up. T'as raison, Blanchfield, le côté lutte fait que t'as un point d'interrogation quand même. Mais je serais pas non plus surpris si tu faisais Ditcheva Blanchfield et que Ditcheva s'impose. Si Ditcheva elle passe Blanchfield, c'est qu'elle a le niveau pour aller faire la ceinture. Voilà, c'est simple, clair et précis. En tout cas, on a hâte qu'elle y arrive pour le coup parce que c'est des matchs intéressants. Il faut que ça rentre à l'UFC, tout ça. Le Edgy Mekki à Ahmed Magomedov, ils n'ont pas fait un cadeau, hein, non, à Mekki. On sait qu'il est dans une mauvaise période. Et ils lui ont pas fait un cadeau. Est-ce que c'est fini pour lui si... Mais tu sais que... Attends, on peut... 10 secondes. Et Edgy Mekki en 2022, c'était la future star du MMA mondial. Ouais. J'ai commenté, moi, son combat contre Pitbull avec Lucie Berthaud à l'époque. Je sais pas, en fait, ce qu'on peut dire. Je sais pas ce qu'on peut dire. Il était invaincu avant de tomber sur Pitbull. Et là, on est en train de se dire que s'il perd contre le Dagestanais Ahmed Magomedov, c'est quasiment fichu. C'est un mec, en plus, c'est vraiment le mec du Bellator. Ouais, puis c'est le pur produit du MMA que son père a entraîné. Tu sais, l'histoire, elle était trop belle sur le papier. Et en fait, là, le mec disait le meilleur qui était pas allé à l'UFC encore. Enfin, il y avait beaucoup de choses autour de ça. Et là, il va pas se faire ilaise, mais s'il repère encore. Non, parce qu'il est trop attaché. En plus, il est trop attaché, même si c'est plus Bellator, c'est PFL. Donc, tu peux avoir un monde où le BFL dit non, en fait, on s'en fout, nous. Au prix qu'il coûte, il dégage. Voilà. Donc, pourquoi pas ? J'ai l'impression qu'il a basculé du mauvais. On aura, là, en tout cas, c'est pas un phénomène. Je veux dire, quand on dit Dagestanais, c'est pas Nassourdine, c'est pas un mec de la team Khabib, mais c'est solide. C'est un mec solide. Donc, si Mekki est bien préparé, il nous fait une masterclass. Il mixe un peu la lutte, le sol et il gagne ce combat. S'il est mal préparé, il perd et là, ça veut dire que c'est terminé. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce qui t'intéresse d'autre dans la carte ? Les 2 tournois, ça peut être cool. Je l'ai dit, il y a deux Français. Il y a Michael Grogu dans le tournoi des poids lourds. Et il y a également Paul-Emmanuel Gnaz. Paul-Emmanuel Gnaz qui avait perdu contre Sofiane Boukishou, donc qui est un poids lourd très, très volumineux. Donc le tournoi en poids lourd, c'est sympa déjà, parce que ça met un petit peu en avant cette division. Il n'y a pas beaucoup de tournois finalement en poids lourd. On sait que le PFL Europe, ils l'ont annulé. C'était Francis qui était à la tête des opérations poids lourds à l'époque, a dit non, il n'y a pas assez de monde, on ne fait pas. Donc là, ils ont réintroduit un tournoi poids lourd, donc à voir s'ils arrivent à dégager des prospects. Exact, je pense que c'est un super truc pour essayer de trouver des prospects. Surtout où en Afrique, tu as des phénomènes physiques que tu vas pouvoir sortir et tout, tu vois, des bons gaillards. Tu as peut-être moyen de dénicher quelques pépites avec un tournoi comme ça. Dans le cadre du PFL Afrique, bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quelques noms qui sont déjà passés chez nous, comme Geoffrey Houston qui avait fait l'ARES. Le tournoi à 135 qui est pas mal quand même. Tournoi à 135 ils ont des beaux tournois à 135 dans toutes les régions du monde, le PFL. Franchement, le tournoi à 135 est très intéressant. Je voulais te citer juste 2-3 noms. Comment ils s'appellent ils ont pillé l'UFC. Un petit nom qui avait battu... allez, ça y est, j'ai perdu. Je vais être obligé de prendre mes notes. Franck Mambo, qui avait battu France Mambo, pardon, qui avait battu Mokhtar Bengassi l'année dernière en Europe, qui s'entraîne dans le team de Connor, qui est intéressant. Et sinon, 3-4 prospects intéressants à 135. Si tu regroupes les 3 tournois à 135, Europe, Golf et MENA et Afrique, ça fait un sacré vivier de prospects. Hein. C'est vraiment pas inintéressant. Je suis d'accord, il y a des yeux à regarder sur ces différents tournois-là. Et ma dernière question sur ce PFL Afrique, parce que c'est la première, hein, on rappelle quand Francis avait signé, on l'avait mis directeur de ces opérations-là. Tu crois que c'est amené à se développer, le PFL Afrique ? Et mon autre question, est-ce qu'on en verra ailleurs qu'en Afrique du Sud, qui est le pays le plus développé en Afrique pour le MMA, hein. Tu peux parler de l'UFC, tu vois, où a été des Dricus, Manon est passée, a été championne. Ouais. C'est là-bas, en Afrique, qu'il y a c'est le pays où le MMA bouge le plus. Mais est-ce qu'ils vont vraiment aller partout ? J'ai un doute. Non, moi aussi. Après, si tu veux, eux, ils étaient. Je crois que l'ARES, le premier événement, c'était à Dakar, non ? Oui. Si c'était pas de bêtises. Oui. Et ça s'était pas trop mal passé, à part le petit problème d'humidité. C'était juste avant le Covid, donc ça. Après, ils avaient eu l'UFC, il y a une tradition. Ça fait 20 ans qu'ils font ça, les mecs. Ils ont même carrément fait un UFC
Performance Institute, tu vois, donc ils sont calés. Il y a un vrai savoir-faire en Afrique du Sud. Il y avait une émission télé dans laquelle est passé Manon. Il y avait une télé-réalité, voilà, tu vois, donc ils sont vraiment calés sur le modèle UFC. On pourrait dire plein de trucs, en bien et en mal, sur ces mecs-là. Mais moi, ce que je vois, c'est le bien. Il y a Cyril Asker, que, pareil, les moins de 20 ans ne connaissent pas, qui a fait l'UFC, qui est passé par là. Dricus, Themba Gorimbo, Manon Fiorot. Ça fait des beaux noms quand même, tu vois. Donc, le seul problème de l'arrivée du PFL, c'est que c'est pas une collab avec l'UFC et du coup, ça va plomber quasiment définitivement cet orga. Donc, si c'est éphémère, c'est pas terrible parce que ça va faire reculer le sport en Afrique et je pense que l'Afrique, c'est un continent. Au même titre que la NBA a beaucoup investi pour le basket, en MMA, ça peut vraiment sortir. Il faut y aller. Quand tu vois ce qu'ils font en lutte sénégalaise, t'imagines si ces mecs-là, au lieu d'apprendre la lutte sénégalaise, ils apprennent le MMA? Qu'est-ce que ça fait des bonhommes de 1m95, tu vois? Et Francis, s'il peut apprendre le MMA ou jeune, les sports de combat plus vois jeunes, au lieu de. Donc je pense que ça peut vraiment être générateur de talent. Je pense qu'il y a un certain Fernand Lopez qui est en train de développer des choses là-bas aussi et qui fait bien d'ailleurs. Il a l'œil pour ça. Et donc, je pense que c'est énorme. La seule chose, c'est il faut vraiment y aller pour développer. Parce que là, c'était Francis qui était le directeur des OP. S'il quitte le PFL parce qu'on sait qu'il est bientôt libre, en fait, au final. Je sais pas comment ils se sont débrouillés d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste ça qui est un peu. Oui, c'est en ça que je posais la question sur l'Afrique du Sud. J'aimerais bien qu'ils aillent aussi dans d'autres pays, qu'ils développent le MMA dans les autres pays. Et voilà, de faire vivre ce continent qui a un potentiel énorme. Il y avait le Brave qui s'était intéressé à une époque, ils ont vite lâché l'affaire. L'UFC, c'est un fantasme depuis des années, et Dana en parlait, et même quand il y avait Ousmane, Adesanya et Ngannou champion, ils l'ont pas fait. Donc ça va être compliqué. Peut-être pour Dricus, il pourrait, tu vois, en Afrique du Sud une nouvelle fois, mais tu sens qu'il n'y a pas une volonté de développer l'UFC en Afrique de fou. Il y a un continent à haut potentiel énorme, et pour l'instant, personne n'a réussi à l'exploiter. C'est compliqué, je pense, quand même, parce que regarde, je sais que la télé-réalité, elle est extrêmement regardée, mais il n'y avait pas un très gros retour sur les chaînes internationales. C'est compliqué. Je pense que malgré tout, économiquement, c'est pas facile de s'installer. Je sais bien, il y a plein de barrières, mais il y a un tel potentiel. Il faut faire quelque chose. C'est générateur de talent, donc j'espère juste que le PFL s'y installe et qu'ils vont pas juste venir cannibaliser un peu l'UFC et pour s'en aller dans un an, parce que ça, ce serait vraiment dommage. Merci Aldric, on a fait le tour de cette grande actualité comme d'habitude. Un grand respect à Justine qui nous écoute parler pendant des heures comme chaque semaine de MMA. On se retrouve cette semaine de toute façon pour un nouveau Jab Culture. On n'a pas encore le thème donc on peut pas vous le donner, mais ce sera cette semaine bien sûr. Et puis tous les contenus habituels de Jab Live, de la boxe, des interviews qui arrivent aussi. J'en ai une ou deux dans les tuyaux, donc vous verrez ça dans les jours à venir. Merci Aldric et à très vite sur Jab Live pour Aldric Enerby. Ciao ciao.